10h, 11h52, les près de 2 heures de temps les plus intenses en télévision au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de continuer à nous faire confiance sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Naturellement, de lundi à vendredi, nous balayons le couloir sur le plan de la télévision pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. La quintessence de cette information parue en kiosque vous sera livrée tout à l'heure par Patrick Bala. Le sucre national, Bernard Dobasson, est également en poste pour la dénonciation de ce mardi 17 octobre 2023. On terminera comme d'habitude avec une problématique posée sur la table des débats, avec un thème, avec un sujet qui vous préoccupe et nous, à notre niveau, nous le mettons sur la table des débats pour essayer de commenter, d'analyser, mais surtout de décrypter. Ce matin, nous parlerons de l'école. Ce matin, nous parlerons de l'éducation. Ce matin, nous parlerons de la formation avec une interrogation. Y a-t-il adéquation entre le coût élevé de la formation, mais également maintenant, et la qualité de cette formation? En termes plus simples, est-il prouvé que les écoles où l'on donne beaucoup d'argent pour la formation des élèves et les étudiants, ces écoles-là ont également une meilleure qualité pour ce qui est de la formation? Pour en parler justement ce matin, ils seront enseignants d'université, ils seront enseignants tout court, ils seront consultants, ils seront invités permanents avec un seul objectif, vous dire la vérité et rien que la vérité. Si vous êtes connecté au canal 307 sur Canal Plus International, vous êtes sur Info TV, votre fidélité continuera à nous honorer. Professeur Noubissier, bonjour. Bonjour Monsieur Pafaïssi, bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à vos téléspectateurs. Le professeur Noubissier est enseignant d'université, il a été psychosociologue. Très bien, très bien, très bien. Je viendrai également, à votre permission, souhaiter un joyeux anniversaire au frère jumeau ma maman, Monsieur Tchéméni Désiré, qui a eu 1 an de plus aujourd'hui, et la fille de mon petit frère Ngefak, Laure, qui a également eu 1 an aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Ils sont en train de vous regarder en dehors de la petite fille, mais mon oncle vous regarde tous les jours. Joyeux anniversaire à l'oncle du professeur Noubissier. Nous espérons que nous serons de la partie pour le partage du Namwan ou alors du bon cuit ou de la sauce jaune. Voilà, la sauce jaune beaucoup plus. À côté du professeur Noubissier, on accueille son jeune frère. Lui, c'est monsieur Monkama Meksan. Bonjour Meksan. Bonjour monsieur ici. Comment vous allez? Je vais bien ce matin. Ça va, ça ne se voit pas. Je souligne que quant à vous, vous êtes doctorant en histoire des relations internationales du côté de l'université de Yaoundé 1. Exactement. Merci d'être là ce matin. C'est un plaisir. En face de vous, nous accueillons le sucre national. Bernard Dobasson, bonjour. Bonjour, parfait ici. En tout cas, je reste dans la patience que m'a suggéré M. Nyemek. On ne dit pas encore au dit fils de Bodbé, hein? Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent ce matin. Bonjour aux co-discutants. Bonjour à tous les ressortissants de Bodbéa, ma terre natale dans la Sanaga maritime nord, pas Ngambé. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. À côté de vous, non pas à côté de vous, nous prenons d'abord la journée internationale ou mondiale. Mais permettez d'abord que je fasse un coup de gueule s'il vous plaît en 30 secondes. Coup de gueule. Alors récemment... Pourquoi vous êtes énervé ce matin? Bon, énervé c'est trop dire. Quand on parle de coup de gueule, ça veut dire que quelqu'un est énervé. Oui. Récemment, j'ai dénoncé ici le tronçon entre PK14 et PK17. En rappelant que les universitaires de ce côté et les enseignants parallèlement sont en souffrance permanente du fait que la route ne présente pas un accès suffisamment éloquent. Je ne sais pas si la réalisation peut vous montrer l'image que j'ai envoyée hier, parce que j'ai pensé qu'il fallait que le monde entier voie à peu près ce que subissent nos universitaires de ce côté-là. Donc on a des enseignants et des étudiants qui ne parviennent pas à rallier leur lieu de travail ou leur lieu d'études. Pour moi, c'est assez grave.
C'est indécent, c'est inacceptable. Donc j'espère qu'au courant de l'émission, on aura les images pour que vous compreniez. J'ai d'ailleurs appris par le canal d'une source informationnelle qu'il y a eu un accident de ce côté récemment. Il y en a tous les jours parfois ici justement parce que la rue a tellement de crevasses que les étudiants tombent tout le temps. Et comme Adam savait qu'il pleut beaucoup, il y a généralement des mares d'eau qui se succèdent, qui s'amoncellent. Donc les étudiants sur les motos sont tout le temps renversés dans l'eau. Et j'adresse un bonjour particulier au ministre des Travaux publics, qui peut-être nous regarde certainement. Je lui dis que de ce côté de Douala, les gens le saluent chaleureusement, affectueusement et amicalement, ainsi qu'au maire de la ville de Douala. On leur passe également un bonjour cordial ce matin depuis Yaoundé et depuis Info Télévision. J'ai également appris, je vais vérifier si cela est justement vrai, que ce sujet que nous avons mis sur la table du débat concernant le tronçon Sefta, la route des Kounou, donc Carrefour Sefta au Carrefour Deux Chevaux, cet endroit, apparemment le maire est en train d'arranger l'endroit. Je vais vérifier. Maintenant, s'il y en a qui habitent Kounou, qu'ils puissent nous confirmer si c'est vrai ou alors c'était une fausse alerte. Pour le moment, je peux vous dire que c'est faux. C'est faux. Mais il y a eu une descente. Il y a quand même eu une descente. Il y a eu une descente, oui, mais il n'y a pas encore de travaux effectivement débutés de ce côté-là. Ça montre quand même que le message est en train de passer. S'il y a déjà eu une descente, nous osons croire qu'il y aura également un arrangement. Quand on dit arrangement, c'est dire arranger la route. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre la pauvreté. Ah bon? Oui, oui. La journée qui nous concerne. Relativement, parce que la pauvreté n'est pas que matérielle. Eh bien, les Indiens voulaient parler de votre philosophie. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas matérielle, j'ai dit qu'elle n'est pas que matérielle. Elle est bien sûr matérielle, mais elle est aussi mentale. Quand on dit que tu es pauvre, voilà, quand tu n'as pas l'argent. C'est vrai, parfait. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, c'est la journée arrêtée par les Nations Unies pour réfléchir sur les questions de pauvreté, sur comment endiguer la pauvreté, parce qu'on estime à environ 2 milliards de personnes sur la Terre. Je pense même que c'est relatif, ce chiffre, 2 milliards de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc vous comprenez que c'est assez grave. L'ONU, naturellement, avec les organismes affidés, devrait travailler sur les questions qui touchent aux différents mécanismes à mettre en place pour sortir les personnes de la pauvreté. Même si pour moi, ça reste plus un leurre qu'autre chose, parce que les centaines de millions qu'on dépense pour alimenter les guerres, pour alimenter les rats de laboratoire, les virus de laboratoire, pourraient bien sûr, naturellement, être orientés vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc pour moi, ça reste un slogan. Je présente cela parce que c'est bien la journée qui a été réfléchie pour cela, qui a été arrêtée pour cela. Mais en pratique, on a l'impression quand même que c'est plus une moquerie qu'autre chose. Parce que sortir le monde de la pauvreté, à mon sens, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Si nous pensons qu'au Cameroun, nous sommes 30 millions d'habitants, c'est une estimation puisque même le président de la République ne peut pas vous dire combien nous sommes. Bien sûr. Donc, si nous disons qu'environ 30 millions d'habitants, Bernardo, c'est vrai que vous-même, vous n'avez pas fait un sondage, mais qu'à cela ne tienne, vous pensez qu'on peut retrouver combien de pauvres au Cameroun? Je dirais 60% de la population camerounaise. 60% c'est vague. 60% de 30 millions, ça donne combien? On est autour de 18-20 millions peut-être. Tu penses qu'au Cameroun, 60% de la population est pauvre? C'est mieux génial. Moi, je pense que 92% de la population camerounaise est pauvre. Non, c'est excessif. Je pense que c'est excessif, oui. Je vais poser la même question à Blériot tout à l'heure. Si le professeur Nobis veut s'inviter au débat, sans souci. Mais on accueille donc d'abord le digne fils de Boumyebel, notre consultant, Pierre Blériot. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Et je vous accueille justement à chaud avec nos statistiques sur le plateau, nos analyses, nos commentaires sur le taux de pauvreté sur une population camerounaise estimée à 30 millions d'habitants. Non, il y a des travaux qui ont été faits dans ce sens-là. Il y a 3 niveaux. Il y a ceux qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. C'est 2 Camerounais sur 3. Vous voyez, donc c'est terrible. C'est 2 Camerounais. C'est même horrible. Oui, oui. Mais en dessous du seuil de la pauvreté. Mais nous sommes carrés. Et ils sont même en bas de la pauvreté. Oui, oui, c'est-à-dire... Il faut parler en français facile. Oui, des gens qui... Ils sont en bas de la pauvreté, c'est en bas. Oui, parce qu'il y a... Quand on était en mathématiques, on avait, comment on appelait ça,
le repère orthonormé qui allait de 0 à ceci. Maintenant, il y avait donc ce qui était à moins l'infini. Oui, mais les Camerounais qu'on peut considérer comme riches constituent à peu près 5% de notre population. Voilà. Oui, comme Moi, je n'avais riches. pas les chiffres. Voilà. Comme riches. Ouais, que je n'étais pas loin. Constituent 5% de notre population. Et les Camerounais qui vivent une vie relativement normale sont dans les 15%. Voilà. Donc, on est à 80%. Oui, nous sommes, non, nous sommes un pays. D'ailleurs, ces chiffres, on les tient des documents qui ont été présentés lorsqu'on nous-mêmes, nous nous sommes proposés à l'initiative PPTE. Pays pauvre et très endetté. Vous-même, vous dites à quel point vous êtes pauvre pour qu'on vous accueille là-bas. Et lorsqu'on a été reçu, lorsqu'on a été reçu à cette à ce concours, on a fêté ça. On a fêté ça au Cameroun. Donc, on nous a admis dans la grande masse des pays honteux, PPTE. Donc aujourd'hui, on a déjà peur de cette étiquette. Si on avait plus que nos chiffres, c'est notre problème. C'est-à-dire qu'il y avait des conditionnalités Pour être admis. pour être admis. Pays pauvre Et très endetté. Donc, aujourd'hui, ça s'est aggravé parce que nous avons la dette extérieure qui s'est alourdie. Mais nous avons aussi la dette intérieure Tout à qui fait. ne fait que s'alourdir. On parle de 13 000 milliards. Ça, c'est la dette extérieure. Au niveau de la dette intérieure, elle ne fait que s'alourdir aussi. C'est-à-dire que notre État peine à payer les prestataires. C'est-à-dire quand vous avez rendu service à l'État, vous restez dans l'expectative de votre argent pendant un temps qui est long et qui vous crée beaucoup de dommages. Parce que Et qui vous conduit à la pauvreté. mais qui vous bien évidemment, on a des images d'une dame blanche qui a été au Cameroun, qui a fini par vendre tous ses biens sans avoir jamais été payé. Mais attendez, ceux qui font dans les marchés publics, si vous avez mis tout votre argent dans un marché, vous êtes dans l'attente depuis 2 ans d'un paiement, vous devenez ridicule. Vous les voyez souvent, ils marchent avec les sacs, ils secouent les têtes, ça ne va pas. Donc, Et quand vous êtes pauvre, vous êtes naturellement affamé. Maintenant, il y a une spécificité au Cameroun quand Oui. même. C'est que les riches au Cameroun sont vraiment riches. Il n'y a pas de classe moyenne. Non, il n'y a pas, malheureusement. Ceux qui sont riches, Soit tu es trop riche, soit ils sont réellement riches, c'est-à-dire ils sont totalement en déphasage avec la société. Ouais. Ceux qui sont riches au Cameroun sont riches en milliards. Donc, et ceux qui sont pauvres, n'ont même pas un franc. oui, il y a des Camerounais qui n'ont pas d'argent liquide pendant tout un mois. Hein. Non, il faut qu'on... Non, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils ne mangent pas. Mais il y a beaucoup de Camerounais qui ne touchent pas à l'argent liquide. Ils comptent sur les fruits, les produits champêtres, la chasse. Comme à l'époque... De la pierre taillée. De la pierre taillée, la chasse, la cueillette, des choses comme ça. Merci, hein. Ils ont du vin de palme, ainsi de suite. Il y en a, ils sont nombreux d'ailleurs, qui ne voient pas les billets de banque pendant tout un mois. Avant de prendre la citation du jour, nous allons dire que nous restons de tout cœur envers nous-mêmes, c'est-à-dire nous les pauvres. Maintenant, Karl Marx disait quand même, hein, parlant des pauvres, il parlait des prolétaires. Il disait, il demandait à tous les prolétaires de toutes les nations de pouvoir s'unir. Prolétaires de toutes les nations, unissez-vous. Je ne sais pas si le professeur Noubissi est un prolétaire, mais je ne pense pas. Non, dans le classement d'université, non, ne peut pas être un prolétaire. Non, dans le classement des néanmoins, le professeur Noubissi va coller un mot à ce petit débat improvisé. Voilà. Souvent, les débats improvisés sont des débats assez pertinents. Juste pour dire que je suis d'accord avec ce qui a été précédemment dit, j'apporte juste quelques éléments de précision. Allons-y. L'initiative PPTE, c'est quand même vieux. Ça fait une vingtaine d'années. Oui. Lorsqu'on le dit ainsi, si on prend ces chiffres-là, il faut un peu les contextualiser et les adapter actuellement, parce que ça fait pratiquement 20 ans. La pauvreté, c'est une réalité. On ne va pas se cacher là-dessus. Et autre chose également, le combo, c'est cet écart qui est significatif entre ceux qui sont dits, entre guillemets, riches et ceux qui sont dits pauvres. C'est ça qui fait problème. Il va falloir peut-être resserrer un peu afin que la visibilité, parce que c'est le fait de savoir que tu n'as rien et que l'autre en a tellement que ça te fait mal. Parce qu'on peut vivre ensemble. Mais les États occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de faire des efforts pour que, même quand tu n'as rien, même quand tu ne travailles pas, tu as un peu de quoi gérer ton quotidien. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé en Europe, j'avais un petit frère qui avait 300 € le mois.
juste que l'État s'est dit, mais c'est un monsieur qui souffre, il n'a pas de travail, il n'a pas de travail, il va quand même peut-être, on lui donne des logements sociaux. Il a une chambre là, il a 300 € pour faire ses achats et manger du bon. Si l'État camerounais peut essayer de resserrer les écarts, ce sont ces écarts Attendez un peu. qui sont Il faut que les gens comprennent ça bien. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a des pays, vous ne travaillez pas et l'État vous donne 300 € par mois. Entre-temps, l'État vous loge. Oui, l'État, il y a des logements sociaux. Il y a des logements sociaux pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir un logement. Et il y a également, quand j'entends des choses comme il y a ça, parfois les ça tickets ressemble à des les films. tickets des restaurants. Mais juste pour dire que maintenant... C'est-à-dire tous les badauds qui sont au quartier là, qui font des commentaires sur Eto, si on était dans un pays, on pourrait leur donner 300 € par jour, Oui, c'est vrai par qu'il mois. y a et des dossiers à monter pour être éligible, mais c'est une réalité déjà. Très Bon, bien. la difficulté serait de resserrer les écarts. Et maintenant, quand on regarde le Cameroun, on se pose la question de savoir est-ce que c'est vraiment plus de 50% qui sont pauvres. Essayez de regarder Yaoundé avec ces grands immeubles-là, on se pose quand même des questions. D'accord. Bon, mais moi je réponds aux questions du professeur. Ces immeubles, J'aimerais vraiment qu'on sorte hein, non, de ce débat ces improvisé. immeubles, pour la plupart, appartiennent aux mêmes personnes. Donc, Ouais. vous ne les voyez pas nombreux. Une seule personne à 15 ou 20 Voilà, et à Yaoundé. il y a beaucoup d'immeubles, mais ces immeubles, pour la plupart, appartiennent à la même classe. Ce qu'il suggère et qui est souhaitable, c'est la création d'une classe moyenne. On l'a souligné ici. Malheureusement, au Cameroun, ça n'existe pas. Et la classe moyenne devrait être la plus dense. C'est-à-dire qu'on devrait avoir au moins 40% de la population qui se retrouve dans la classe moyenne, pas dans la pauvreté. Pierre Blériot-Niamec, comme j'ai des contraintes de temps, temps, oui. je vous suggère de nous donner la citation de ce jour. Si vous vous attendez à une empathie réciproque, vous perdrez votre générosité. On peut reprendre. Si vous vous attendez à une empathie réciproque, vous perdrez votre générosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes vulgaires, si vous faites du bien en vous disant que les autres aussi vont vous rendre le bien, vous arrêterez de faire du bien. Vous savez, j'ai tiré cette citation d'une situation. Dans un voisinage, un monsieur a donné à son voisin son code Wi-Fi. Il a donné son code Wi-Fi au voisin, parce que lui, il a vraiment Internet à flot. Et un jour, donc, pendant qu'il discutait, il se rend compte que son voisin a une application très importante dans son téléphone. Il demande à son voisin... De désactiver? Non, il lui demande le code de cette application. La femme du voisin, qui ne savait même pas que c'est le monsieur qui leur donnait le Wi-Fi, répond directement, non, il ne peut pas te donner le code, c'est moi qui paye Internet chez nous. Bon. Le donateur du Wi-Fi a dit, désolé madame, le monsieur est revenu après s'excuser que non, vraiment ma femme parle toujours vite et tout ça. Sauf que le propriétaire du Wi-Fi a aussi changé le code de Wi-Fi. Après la femme a vu qu'il n'y avait plus le Wi-Fi chez eux et que l'application ne fonctionnait plus. Elle a demandé, son mari lui dit que non, ta bouche là. C'est en parlant que c'est le monsieur là qui nous donnait le code de Wi-Fi. Il a bloqué. Donc, vous devez faire du bien sans attendre que les autres aussi soient dans les dispositions de vous faire du bien. Je pense qu'un jour on mettra cette problématique sur la table hein, pour en discuter un peu. Parce qu'à un moment donné, moi-même je me suis parfois posé la question, est-ce que je dois continuer à faire du bien aux gens? J'ai la nette impression qu'à chaque fois que j'ai fait du bien aux gens, on ne me rend que l'ingratitude et même la trahison. Oui, mais il faut continuer. J'hésite déjà, Blériot. J'hésite déjà. Il faut continuer. Vous ne ferez pas autrement. C'est-à-dire, tu vois un monsieur, il te supplie, il veut le travail. Il veut le travail. Il est même prêt à cette époque à laver les assiettes chez toi. Tu dis non, ne lave pas les assiettes. Tu as quand même un niveau qui te permet de travailler décemment. Tu le prends, tu donnes du boulot. Le premier qui va commencer à te combattre dans la même entreprise là, ce sera le bonhomme là. Le monsieur à qui tu as donné le travail là, c'est lui qui va commencer à te combattre. Mais il faut... Celui qui... Blériot, est-ce que ça ne choque pas? Non, Machiavel disait que celui qui veut diriger les deux hommes doit les supposer ingrats, méchants et voilà. Et tout. Dommage. Voilà, il faut savoir qu'ils sont comme ça. Mais il faut leur faire du bien malgré et envers eux-mêmes. Grande sagesse matinale de Blériot, comme d'habitude ce matin. Le décor est planté. À tout de suite pour la suite.
Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfaïs et bonjour également au panel. La quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, c'est tous les matins sur Info TV. Nous marquons le 3e arrêt ce mardi. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfois ici, les journaux nous conduisent du côté d'Info Matin, qui est naturellement en kiosque ce jour, pour parler de la libéralisation de la filière cacao. 1850 francs le kilogramme désormais. Le Djei Lobo dit merci au chef de l'État. Eh bien, ce qu'il faut noter, c'est que c'était au cours donc de la vente groupée que présidait le ministre du Commerce Luc Magloire Mbaga-Tangana. Eh bien, les producteurs de ce département de la région du Sud ont ce 13 octobre à Djoum exprimé via donc une motion de soutien leur gratitude à Paul Biya pour ses cacaoculteurs. Il faut savoir que le président de la République, par sa vision prophétique, nous fait savoir le journal, permet aux Camerounais d'être les mieux rémunérés de la planète. Pour preuve, la Côte d'Ivoire et le Ghana, respectivement premier et deuxième producteur au monde, fixent le kilogramme du produit à 1000 et 1100 francs CFA. C'est à retrouver pour ce qui est de cette information en page 2 et 4 de ce journal. La météo également en kiosque, le tri-hebdo d'informations, d'analyse, d'enquête et de reportage revient sur l'actualité liée à l'université de Bertois et Essout d'Abomban. Michel Ange Angouin magnifie le développement de l'Est, titre le journal. Eh bien, il faut dire que dans sa tribune sur les réseaux sociaux, le 14 octobre dernier, ce digne fils de la région soutient que sous l'impulsion de son frère Joseph Lé, l'Est en général et le Oignon en particulier savent désormais faire fou. L'information à retrouver en page 3 de ce journal. La gouvernance parle également de ce campus d'Abomban qui est donc prêt et nous fait donc montre de ce que la cérémonie de remise solennelle des clés au recteur de l'université de Bertois, le professeur Rémi Magloire Etoile, a eu lieu samedi dernier du côté d'Abomba en présence du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé. Information donc à retrouver dans ce journal. La gouvernance. Cameroun Tribune est en kiosque. Le quotidien Capitaux Public parle donc de ce drame de Mbankolo et revient naturellement sur cette actualité. Ça déménage, nous fait savoir Cameroun Tribune en grand titre pour faire montre de ce que plus d'une semaine après le drame qui a causé la mort d'une trentaine de Camerounais, des fouilles se poursuivent dans l'espoir de retrouver les victimes qui manquent à l'appel. Une cinquantaine d'habitations situées dans la zone à risque ont été détruites afin donc de prévenir une autre catastrophe et les sinistrés sont pris en charge par le gouvernement et actuellement logés à la maison du parti de Nkomkana, nous fait savoir le journal en page 16 et 17. Breaking News revient naturellement sur cette actualité, l'après-drame de Mbankolo, danger et péril, titre donc le journal qui enquête sur les 7 autres sites qui pourraient bientôt paralyser la cité capitale. On a entre autres Ndisamba vers l'université Yaoundé Sud, Ngousso, lieu-dit, et Bana, derrière donc l'ancien siège d'Air Force. On a Ekounou, lieu-dit, 2 chevaux. On a Mbogaban, à Yaoundé 4. On a la route de l'aéroport de Simalen. On a la limite Fou, Yaoundé 4 sur l'axe de l'aéroport. Et puis on a Oudja, borne 12, qui sont donc des zones à risque, titre donc le journal. La nouvelle parle donc de la grève des transporteurs à Tangandi, désamorce la bombe pour revenir naturellement sur cette réunion de concertation entre le ministre de l'administration territoriale et les responsables des différents syndicaux qui étaient donc en poste pour 3 jours et au terme naturellement de cette réunion de concertation, le ministre a pu désamorcer la bombe de cette grève qui était prévue pour le 19. Le Messager revient sur GERSIC 2023. Le journal de Feu Pius Ndjawe parle donc de la recherche dans ses habits neufs, parlant donc de cette journée d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun qui s'ouvre aujourd'hui à Yaoundé, quelques jours après la signature du décret présidentiel sur le statut spécial des chercheurs. À retrouver en page 6 et 7 de ce journal qui revient naturellement sur Song et l'incertitude, parlant naturellement de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et cette période FIFA marquée par 2 matchs et 2 défaites pour les Lions indomptables du Cameroun. L'actu sport se situe également
Dans la même lancée, l'équipe du Cameroun se cherche toujours, titre bien évidemment le journal pour faire montre donc de ces 2 défaites face à la Russie et le Sénégal hier en amical grâce naturellement au but l'unique de la partie de Sadio Mané inscrit sur penalty. L'info à chaud parle naturellement de ce match amical Sénégal-Cameroun. Penalty pour parler bien évidemment de cette rencontre qui s'est soldée par un score de 1-0 en faveur des Sénégalais, des Lions de la Teranga, grâce à Sadio Mané et qui parle naturellement du coaching de Rigobert Song qui est peu rassurant. La voix des jeunes en parle également ce matin. Duel des Lions, le Sénégal l'emporte 1-0 du côté du stade Bolat, du stade Bolat, c'est donc le stade du Racing Club de Lens en France. Terminons par ici par le journal Le Tam Tam d'Afrique qui parle de l'excellence scolaire et la rétrocession d'un bâtiment. L'honorable Bernard Fonga, infatigable bâtisseur, pérennise donc les actions sociales du chef de l'État. Son Excellence Paul Biya, il faut noter que le 6 octobre dernier, à l'occasion donc de la 10e édition de l'excellence scolaire des Hauts-Plateaux qui s'est tenue à la place des fêtes de Baham en présence du gouverneur de la région de l'Ouest, cette journée a été donc marquée par une action particulière, la rétrocession d'un bâtiment flambant neuf et équipé des tables et chaises. C'est donc avec cette information que vous pouvez retrouver en page 6 et 7 de ce journal, le Tam Tam d'Afrique, qu'on referme cette revue de la presse acte 3. La première partie, c'était donc à 6h45, la seconde à 7h35 avec Hermine Ilouga en anglais, et la troisième, c'est bien sûr au cours de l'émission Espace Mini à 10h20. Merci Patrick Bala pour cette actu presse. Vous ne partez pas, c'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, on va revenir parfois ici tout simplement sur cette rencontre, cette période de FIFA et faire une sorte de bilan des Lions indomptables du Cameroun. Ça craint au vu bien évidemment de la prestation qu'on a pu voir hier face au Sénégal, les Lions qui étaient quasi inexistants. On va s'interroger sur le bilan de Rigobert Song. 16 matchs, c'est uniquement 4 victoires pour lui. Et on sait également, on a également constaté que lors des 7 derniers matchs amicaux, Rigobert Song n'a remporté aucun match. C'est 4 défaites et 3 matchs nuls. Donc ça, c'est véritablement inquiétant pour. Et si quelqu'un te disait que Rigo, c'est l'homme des grandes rencontres. Les matchs amicaux, c'est pas très important pour lui. Il gagne les matchs décisifs. Oui, on peut les citer. Face au Brésil. D'abord face à l'Algérie. L'Algérie. Le Burundi. Oui. Maintenant face au Brésil. Face au Burundi. Oui, le Brésil d'abord en Coupe du Monde. Donc Rigo ne gagne que des matchs décisifs. Bon. Peut-être la théorie du jet de danger marcherait une fois de plus du côté oui, mais c'est pour quand même signifier avec tous ceux qui ont vu quand même le match que c'est un peu compliqué pour eux. Patrick Balam, parfait ici. À demain 10h. Merci, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Nous nous arrêtons un tout petit peu effectivement pour évoquer donc cette rencontre qui a eu lieu hier du côté de la France, plus précisément à Lens, match amical, match préparatif pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en janvier prochain du côté de la Côte d'Ivoire. Cameroun-Sénégal, victoire du Sénégal face au Cameroun, 1-0. Selon certains analystes, ce sont des performances très inquiétantes des Lions indomptables du Cameroun, performances extrêmement basses. Sadio Mané a fait l'essentiel. Il a encore prouvé tout le bien qu'on pensait de lui en transformant tout simplement ce penalty. On doit dire rapidement que 2 matchs amicaux pour Rigobert Song-Bahanak, 2 défaites. Je commence par Monkama Meksan. Que pensez-vous de ces performances des Lions indomptables à moins de 3 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations? Ce sont des Lions indomptables qui rassurent. Ils inquiètent. Ils inquiètent énormément. Donc les deux derniers matchs que j'ai eu le temps de regarder, c'est-à-dire contre la Russie, oui, on a eu à perdre, et contre le Sénégal. Et Dieu merci, vous voyez que le destin nous met devant nos responsabilités, parce que
le Sénégal, jusqu'à ce match d'hier, on ne savait pas qu'on devait rencontrer le Sénégal en Coupe d'Afrique, que le Sénégal se retrouverait au niveau de notre pôle, la pôle C. Donc c'est un signal. Un signal fort. Un signal très fort. Et maintenant, il faudrait prendre vraiment les mesures nécessaires pour que, à l'arrivée de cette Coupe d'Afrique des Nations, que nous soyons capables vraiment de faire les choses normalement. Mais les prestations, comme je vous ai dit, les prestations des Lions indomptables sont extrêmement inquiétantes. Excusez-moi. C'est tellement inquiétant que pour moi, je me dis, il faut qu'on s'arrête à un moment donné et qu'on se dise, bon, il y a une échéance qui arrive dans 3 mois et l'enjeu est tellement grand qu'il faudrait prendre nécessairement les mesures qu'il faut. Et j'interpelle ici monsieur le coach. Je ne sais pas comment on l'appelle, si c'est manager ou coach, parce que c'est compliqué de l'eau. C'est le manager sélectionneur. C'est compliqué de c'est ce qui est écrit au niveau de son contrat. C'est difficile de le situer, mais je voudrais lui dire que jusqu'ici, nous ne pouvons pas identifier une équipe type des Lions. Nous ne pouvons pas le faire. Et il faudrait... À moins de 3 mois du début d'une compétition. Oui, il faudrait vraiment qu'il se dise qu'il doit avoir une colonne vertébrale sur laquelle il doit s'adosser pour pouvoir gagner des matchs. Le Sénégal en a déjà. Hein? Bel et bien. Bel et bien. Et vous comprenez que ça ne relève pas du hasard. C'est pas fortuit. C'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui se décide. Et je pense que c'est au niveau de la décision qu'on attend M. Rigobert Song. Merci beaucoup, hein, Mexan. Bernardo Basson, je ne sais pas pourquoi vous commencez à sourire quand je vous passe la parole. Nous allons aller dans le fond du jeu, hein, le fond du jeu des Lions indomptables. Je ne sais pas si dans l'histoire, vous avez vu des performances telles que le ratio des passes réussies d'une équipe revient à un gardien de but. Vous avez vu ça? Le ratio des passes réussies d'une équipe revient à son gardien de but. C'est-à-dire, Onana hier, c'est lui qui était pratiquement le 10, avec des passes, et surtout des passes réussies. Comment vous analysez ça? Est-ce qu'un entraîneur peut nous aider à comprendre? Après, ça rentre dans mes métiers de rêve, l'entraînement. Je suis très passionné de foot, ça, ah, faut le dire. Ouais. Mais de façon symptomatique, une fois qu'un gardien se trouve être sous le feu des projecteurs au cours d'une rencontre, ça veut dire que l'équipe a souffert, rien à faire. Parce que techniquement, ce sont les milieux de terrain et les joueurs offensifs qui sont censés mener l'offensive lorsque l'équipe est en ballottage favorable. Donc lorsque le gardien se montre davantage, ça veut dire que l'équipe est en souffrance naturellement. Personnellement, j'ai pas trop bien compris le sélectionneur, j'ai pas compris ses choix, c'est son métier, je suis pas encore formé, j'espère que je le serai à terme. Mais je pense qu'après le match contre la Russie, il aurait dû faire tourner l'effectif, mettre de nouveaux joueurs parce qu'il est en période d'observation et d'examen des joueurs qu'il peut emmener en Côte d'Ivoire prochainement dans le cadre de la CAN. Donc moi je pensais qu'il aurait mis de nouveaux joueurs vraiment plutôt dans la rencontre. Il a vu Castello contre la Russie, il aurait pu mettre quelqu'un d'autre, il aurait pu lancer Bokele en défense, il aurait pu lancer Ngom un peu plus tôt. Moi je sais pas. Personnellement, si c'est lui... Donc vous n'avez pas compris ses choix tactiques. Déjà que moi j'ai toujours dit que c'est pas l'homme de la situation pour moi. Si Rigo va à la CAN avec l'équipe du Cameroun, moi je vais pas supporter l'équipe du Cameroun. Oh là là. Oui, je serais le patriotisme, Bernardo. Ça reste un slogan plus qu'autre chose. Je vais supporter ma nation peut-être en cachette, hein. Mais officiellement, je serai toujours révisé par cela parce que j'estime que Rigo n'a jamais vraiment été un sélectionneur de classe. Il a fait ses classes dans d'autres sélections, il n'a pas été suffisamment performant pour être objectif. Donc moi je pense que le choix de Rigo pour noircir le banc n'était peut-être pas le bon. Il y a d'autres Camerounais qui peuvent faire mieux le job que lui. Moi je pense à Mboma, je pense à Webo, je pense à d'autres personnes qui font leur classe progressive, qui font mieux gérer l'équipe du Cameroun. Donc pour moi, je pense qu'on a très mal joué. Le Sénégal est plus fort, c'est le principe. Il y a des nations plus fortes que d'autres. Hein. Le Brésil, c'est plus fort que le Cameroun, ça tout le monde le sait, monsieur les a battu en Coupe du Monde. Donc le Sénégal est plus fort que le Cameroun, a un meilleur effectif, une meilleure génération. Comment je te tape et tu dis que tu es plus fort? Donc ça, la performance est différente du potentiel. On peut performer sur un match, mais le potentiel est visible sur la durée. Tu ne peux plus dire que tu es plus fort. Ok, bon, on peut s'y puter là-dessus, on peut spéculer dessus, mais techniquement, on a joué contre eux plus fort, on a été nul stratégiquement, nul tactiquement. On aurait pu faire bloc bas et contrer, on aurait pu mieux construire, sortir le ballon, c'était très compliqué. Donc pour moi, vraiment, je pense que si je cours 6 mois d'affilée, je postule pour la sélection là. Merci beaucoup. Professeur Ndoubissi, on a eu une équipe camerounaise hier sans âme, un jeu décousu, aucun fond de match, zéro stratégie, zéro tactique, sauf si j'exagère. Oui, disons que je vais rester dans la casquette qui est mienne, celle d'un psychologue, et beaucoup plus un psychosociologue.
J'ai regardé ce match avec beaucoup d'intérêt sur une forme psychologique. Je le regardais avec mon dernier fils. Au moment où on chantait l'hymne national, il s'est mis à chanter l'hymne avec moi. Et même s'il ne formulait pas bien les mots, je sentais en lui quelque chose, une forme de communication. C'est-à-dire que nous communiquions également avec les 22 joueurs qui étaient sur le stade, avec les 23 Camerounais joueurs et le staff, également avec tous les Camerounais du monde entier. Alors cette communication-là m'a fait penser à beaucoup de choses. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que ceux qui ont joué ce match-là, est-ce que les gens savent ce que ça signifie porter les maillots de Lions Indomptables? Parce que la symbolique de ce maillot-là est révélatrice des engagements des uns et des autres. C'est quelque chose de fort. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que dans ces compétitions, on commence par l'hymne national du pays. C'est cette symbolique-là qui a manqué hier, malheureusement. On a vu des gens qui ont joué sans s'impliquer, sans savoir même ce que c'est que l'humeur et les émotions des gens. Parce que ce sont des gens qui s'arrêtent et qui ont besoin de vibrer. Et je rappelle ce qu'avait dit le président français après la défaite de la France contre l'Argentine à la Coupe du Monde. Il a dit ceci aux Français, il a dit ceci aux joueurs. Vous avez fait vibrer les Français, vous les avez fait rêver. Est-ce que nos joueurs savent que, quel que soit le contexte du match, que ce soit un match amical ou un match en compétition interne ou extérieure, est-ce qu'ils savent ce que les Camerounais attendent d'eux? Les Camerounais veulent vibrer. Au-delà de ces vibrations hein, que vous recherchez véritablement, fortement ce matin, je voudrais vous poser une autre préoccupation. Est-ce que seule la volonté suffit au cours d'un match? C'est-à-dire comme je vais faire vibrer ma nation, je vais faire rêver ma nation, voilà la volonté et je le ferai. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas également le potentiel qui compte, la performance, l'efficacité, le talent, le génie? Ces joueurs ont beau vouloir faire rêver, mais est-ce qu'ils ont le potentiel qui va avec? Naturellement, dans le cas du Cameroun, je pense qu'on a des très très bons joueurs pour le moment qui s'affirment dans des différents championnats. Et cette notion de volonté à laquelle vous faites allusion, elle était beaucoup plus présente en 90 pendant la Coupe du Monde. On a vu des gens qui, sur le plan du profil, avaient des profils un peu douteux, mais qui ont fait une très bonne compétition. Moi, je reste dans la casquette psychologique. Ça manquait hier. On a manqué des gens qui avaient ce souci. En 90, on avait des joueurs qui avaient ce que je vais appeler de la baraka. Hein? C'est-à-dire que même si certains n'avaient pas suffisamment du génie, mais il y avait ce que j'appelle la baraka. Ça, j'ai compris. C'est-à-dire, quand vous prenez quelqu'un comme Koundé Manuel, le physique, vous prenez quelqu'un comme Tato Stephen, vous prenez quelqu'un comme Di Pakem, c'est la baraka. Oui, vous pensez que nous avons encore ce genre de joueurs à l'équipe nationale? On a des joueurs, on a franchement des joueurs. Mais je prends juste à la fin du match. À la fin du match, je suis resté encore psychologue. J'ai vu le coach Cissé aller vers le public sénégalais qui est au stade. Ils ont partagé un moment fort. On en a besoin au Cameroun. Nous avons besoin au Cameroun de partager ces moments de vibration collective, ces moments de partage émotionnel avec tout ce que nous vivons ces derniers moments. Je ne sais pas si ces joueurs, quand ils sont au stade, ils contextualisent, ils prennent en main les enjeux. Ce n'est pas une histoire de courir derrière une boule de cuir. C'est une histoire de contextualiser, de comprendre qu'on a eu des éboulements, on a des accidents, on a un Cameroun qui est presque endeuillé. C'était le moment pour eux de nous redonner cette vibration et ces émotions. C'est ça qui a manqué hier au peuple camerounais. Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait. Ou encore pour dire, peut-être nous on a eu notre tour de vibrations, peut-être notre tour est revenu aux autres nations de vivre ces vibrations qu'on a vécues. Moi j'ai connu 5 Coupes d'Afrique de 84 à maintenant. Les Camerounais ont fait vibrer, mais il faille que ceux qui sont là actuellement vivent également. C'est un peu ce qui a manqué sur le fond psychosociologique. Merci professeur pour ce regard psychosociologique. Pierre Blériot-Niemek, la Côte d'Ivoire c'est demain. Pouvons-nous être sereins? Bien sûr, nous devons être sereins. Nous devons être dans la sérénité d'un enseignant qui a vu tout au cours de l'année les notes de ses élèves et qui sait à peu près le pourcentage qu'il fera. C'est-à-dire que quand vous évaluez vos élèves vous-même, vous aviez 15% de réussite. Maintenant que d'autres vont les évaluer, parce que les examens sont corrigés par d'autres, vous pouvez vous attendre calmement à vos 11%. Et donc, dans la sérénité, vous attendez ça.
l'époque de la prestidigitation, de la chance, est passée. Ah bon? Les autres se sont préparés, ils ont construit, ils ont bâti. C'est vrai que pour bâtir au Cameroun, il faut le permis de conduire. Bon. Comment ça? Faut vous renseigner, ça a changé. Désormais, au Cameroun, pour bâtir, il vous faut un permis de conduire. Le permis de bâtir, vous voulez dire? Non, j'ai dit que pour bâtir au Cameroun, il faut le permis de conduire. Okay. Ça, bâtir quoi? Une maison? Oui, il faut le permis de conduire. Où est le rapport? Ah oui, ça se fait, je comprends. D'accord. Vous finirez par comprendre. Donc, les gars n'ont pas de permis de conduire et ils essayent de bâtir sans permis de conduire. Non, j'aurais pu ne rien dire. Et pourquoi? Il faut changer d'exutoire. Si le football, sans avoir rien fait pour le football vous a servi d'exutoire pendant beaucoup d'années, aujourd'hui, cherchez un autre exutoire. Celui-là ne peut plus marcher. Vous voulez chercher autre chose. Si vous continuez d'envoyer vos émotions là-bas, dans le football, voilà la Côte d'Ivoire. C'est là-bas que la honte va vous prendre. J'ai dit d'abord mes choses ici sur la Coupe du Monde, mais les Camerounais sont terribles. C'est des gens, vous voyez quelqu'un, il organise une fête, tout échoue. Il dit non, de toutes les façons, c'est mes voisins qui me détestent. Ils ont envoyé la pluie. Il commence à raconter des choses. Les gens n'ont pas à boire pendant la fête. Il dit que non, les brasseries sont comme ça. Non. Si vous continuez à mettre vos émotions dans le domaine du football, et comme notre belle famille, c'est la Côte d'Ivoire, vous en sortirez la queue entre les jambes. Il ne faut pas aller en Côte d'Ivoire avec vos sensations, l'amour du pays. Vous allez en Côte d'Ivoire pour rentrer carrément. Hein, si vous faites un miracle, vous rentrerez en quart de finale. Très bien. Ça aussi, il faut noter ça. Merci. Maintenant, les performances de Rigo, moi désormais, je vais soutenir Rigo. Désormais. Parce que, comme les Camerounais, quoi qu'ils sont les seuls à détester ce pays, on va vous aider à le détester. C'est-à-dire que quand vous envoyez un mauvais enseignant dans un lycée, nous on dit qu'il doit rester là. Il reste là. Ce ne sont pas nos enfants seuls qui vont échouer, vos enfants aussi vont échouer. Donc Rigo, sans total soutien, comment? Total soutien avec effective. Oui, voilà. Soutien total. Soutien total. Tous derrière Rigo. Tous derrière la FECA Foot. Dala. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, je ne sais pas s'il fallait désigner dans ce mauvais jeu des Lions indomptables hier, s'il fallait quand même désigner quelqu'un qui est sorti du lot. Je pense incontestablement c'était encore André Onana. C'était encore André Onana. André Onana, on l'a même vu finalement à la dernière minute, aller même attendre les centres. Ouais. Parce qu'il voyait qu'il n'y a personne pour marquer. Là, et je vous dis, si on avait envoyé ce centre, André pouvait nous faire rêver. Hein. Oui, pour ce Noubissier. Vous me faites penser un peu à embrayer sur la dimension technique. Il y a quelque chose que M. Basson l'a dit en début de jeu. Quand un gardien devient subitement l'homme à tout faire, ça dit qu'il y a un problème. C'est clair. Depuis un certain temps, vous constatez quand même qu'il n'a pas une flexibilité. Il n'a pas une sorte de cohésion, de synchronisation. Mais regardez comment ça se passait. Lorsque un joueur est au niveau du milieu du terrain, au lieu d'avancer, il cherche plutôt André Onana pour renvoyer au ballon. C'est du jamais vu. J'aimerais bien que ça soit le choix du coach. Mais l'analyse que le coach avait dit de jouer sur les côtés. Est-ce que ça c'est de côté? Il y a une histoire en fait. Pour rester également dans la question de la synchronisation de groupe, on a fait revenir André Onana. Où est passé un certain Gandui? Parce que depuis, faites vraiment... Gandhi, voilà. Vous allez vous rendre compte que ce monsieur... Je pense que Gandhi nous manque. Je pense. Il crée la flexibilité. Parce que c'est le problème là-bas. C'est maintenant pourquoi André Onana se trouve obligé de jouer celui-là qui va à la fois être comme l'élément sur lequel s'appuiera l'attaque, le milieu et la défense. Et c'est ce monsieur qui jouait. C'est-à-dire qu'il faisait en sorte que cette flexibilité-là n'était pas problématique aujourd'hui. Et je pense que... professeur Noubissier, j'ai appris que ces gens sont des professionnels. Je l'ai appris. Attendez un peu. Okay. Je voudrais qu'on puisse me démentir. Un professionnel qui ne sait pas faire le contrôle d'un ballon, contrôle de balle. Un professionnel qui ne peut pas faire une passe. Vous n'avez peut-être pas vu, moi je vais prendre les passes. Un professionnel franchement, ça dit que je peux soutenir mon épouse qu'à un moment donné, elle est partie dormir. Elle m'a dit, mais il ne faut pas avoir la classe cadre. Parce qu'on se pose des questions, mais c'est ça qu'on appelle l'esprit. Et c'est la dimension psychologique, malheureusement, ou heureusement. Quand les gens sont ensemble,
Et quand les gens ne sont pas connectés par un même esprit, par la même volonté, on peut voir ces choses-là arriver comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on prend du recul, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe-là, qui ne va pas dévoiler. C'est pourquoi je pense qu'il est important que nous lavions nos linges sales en famille, que nous fassions revenir ceux-là qui, pour des raisons que nous ne connaissons peut-être pas bien, qu'on les fasse revenir. À l'instar de ce monsieur Gandhi. À la limite, si on ne peut pas faire revenir, si on ne veut pas faire revenir ceux qu'on a fait partir indûment, on peut faire partir ceux qui sont là indûment. Et qui n'apportent pas grand-chose, ok, ça, je comprends. Non, je veux parler des dirigeants, je ne veux pas parler des joueurs. Parce qu'il y a des dirigeants qui ne veulent pas que certains joueurs reviennent. Mais eux, ils peuvent partir. Comment? Mais on peut les débarquer. On parle comment? On a également vu ce milieu de terrain finalement à genoux. Oui. Bernardo, c'est peut-être la preuve de ce que, quoi qu'on dise, Zambo Anguissa est encore le patron de ce milieu de terrain. Oui. Non, personnellement, Zambo Anguissa, c'est un joueur talentueux. Hein. C'est vrai que personnellement, pour les questions éthiques et qui sont subjectives totalement, parce que j'ai mon éducation à moi, c'est pas quelqu'un que j'apprécie personnellement, mais ses qualités de footballeur ne souffrent d'aucune contestation. Et moi, en tant que journaliste, je ne peux pas le faire. Donc, moi, je pense qu'il devrait. Question éthique. Moi, je pense qu'il devrait. Moi, je pense qu'il devrait avoir sa place en sélection, mais je pense qu'il est blessé. Hein. Honnêtement, s'il n'était pas blessé, il serait là. Donc, honnêtement, sa place ne souffre de rien. Ne nous embrouille pas. Je veux qu'on reste sur les problèmes éthiques. Oui. Aux Zamboanguis, à quel problème d'ordre éthique? Parfait. Ici, j'ai dit c'est subjectif. Je l'ai confessé. Premièrement, je pense qu'une star, comme vous, comme M. Guémec, les gens qu'on connaît beaucoup, devraient laisser passer un certain message aux jeunes. C'est ce que moi je pense. Et dans ce soir sans caleçon? Ce qui fait que, j'ai pas terminé, ce qui fait que pour moi, dans l'attitude, dans le body language, dans le discours, on devrait être pédagogue. Souvent, si m'interpelle en me disant que non, sois pédagogue, parce qu'il faut donc, moi, quand quelqu'un a une attitude, c'est un accoutrement, ça me pose problème. Merci Bernardo. C'est subjectif, je l'ai bien précisé dès le départ. Je préfère qu'on continue à parler des Lions indomptables en disant simplement que bon, le staff technique pourra peut-être encore faire ce qu'il y a lieu de faire. Il nous reste environ, je pense, 2 mois et demi avant le début de cette compétition, début de la compétition en janvier prochain en Côte d'Ivoire. Si c'est avec cette équipe, ça risquerait d'être ridicule pour le Cameroun. Mais si l'équipe est renforcée et que nous puissions avoir ce que les spécialistes appellent des schémas tactiques, techniques, stratégiques, en un mot, en fond de jeu, avec ce que maintenant, ce que le professeur appelait le fighting spirit, je pense que ça ira. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite. La dénonciation de ce jour, comme d'habitude, est encore l'œuvre de Bernardo Basson. Parfait. Ici, aujourd'hui, la dénonciation nous vient de Ndiki-Nimeki, et notamment de la brigade de gendarmerie de Ndiki-Nimeki. Visiblement, là-bas, le commandant de brigade a fait venir dans la localité son beau-frère. Et il a transféré à son beau-frère plus de droits que lui-même, le commandant de brigade, ne possède. Désormais, son beau-frère sème le chaud et le froid à Ndiki-Nimeki. Il vient se coiffer chez vous, il ne paye pas, et lorsque vous réclamez votre argent, il mobilise la force publique, il déploie les menottes et autres choses, il vous fait mettre en cellule. Il mange dans votre restaurant. Son beau-frère là est gendarme. Justement, son beau-frère, c'est un autre élément de la dénonciation, n'est pas un membre des corps armés ou des corps de défense du Cameroun. Donc, j'ai reçu au moins 4 appels venant de Ndiki-Nimeki, tous s'excusent. Il va dans un restaurant. Il mange, et il ne paye pas, et lorsque vous l'interpellez, il vous fait mettre en cellule.
sous bien sûr le regard complice ou avec l'aide de son beau-frère qui est commandant de ce côté-là. Donc je me suis demandé humblement si ce commandant et ce beau-frère ne sont vraiment que beaux-frères. J'ai même pensé un temps qu'ils couchent ensemble. Parce que moi je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez faire venir votre beau-frère qui prend plus de droits dans une localité que vous-même. Ou alors que les dirigeants peut-être de notre armée ne sont pas au courant de la situation. Donc une fois qu'on aura parlé aujourd'hui, je pense que ça va arriver de ce côté-là et on fera ce qu'il faudra. Donc Andiki Nimeki, le commandant de brigade de ce côté-là, a fait venir son beau-frère qui sème le chaud et le froid de ce côté-là. Ce matin, je voulais que des mineurs en parlent. Mais ça veut dire que ce beau-frère se comporte comme un grand shérif. Tout à fait. Mon Kama Meksam, rappelez-vous que vous avez aussi les beaux-frères. votre regard. Je suis d'abord embêté par une information comme celle-là, parce qu'on ne peut pas comprendre une intrusion aussi facile dans un domaine aussi réservé, aussi fermé que les forces de l'ordre, et que on laisse quelqu'un agir en pleine impunité. Dans ce cas-là, sans toutefois réagir, ça m'embête. Je pourrais rejoindre Bernard sur ces suppositions, mais on n'en arrive pas là. Ce sont des suppositions compliquées. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Oui, on n'en arrive pas là, mais toujours est-il que c'est des choses qu'il faudrait dénoncer. Et premièrement, il faudrait savoir que si l'information est vraie, si elle est vraie, parce que quand on vous envoie une information pareille, il faudrait être capable de la vérifier avant de la véhiculer. Vous suivez l'émission régulièrement. Bel et bien. Et alors, vous devez donc savoir que je ne dénonce déjà pas des choses imaginaires et je prends la peine quasi systématiquement de prendre 2-3 informations supplémentaires avant de dénoncer ici. Donc dans ce cas, on en arrive donc à demander peut-être à la hiérarchie de sévir si tout cela est avéré et que la personne qui, par complicité, a laissé ce monsieur s'introduire dans ce milieu soit véritablement sanctionnée. Parce qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas vivre dans un pays où vous avez des lois, vous avez des corps et des corps s'entremêlent sans que personne ne mette la limite d'intervention entre l'un et l'autre. Et là, c'est compliqué. Merci. Je voudrais justement dire à notre ami Moukama Meksam que nous sommes très sérieux ici. Lorsque nous dénonçons, nous ne venons pas ici pour faire le show ou bien pour nuire. C'est-à-dire, nous ne faisons pas dans le règlement de compte. Un monsieur m'a appelé hier pour vous dire à quel niveau nous sommes sérieux, ce n'est qu'une illustration. Il est à Douala, il m'appelle, il est très énervé. Je lui dis à quoi? Il dit, il a une dénonciation. Il a une dénonciation. Je dis, je vous écoute. Il dit, non, on a pris la moto de son beau-frère, encore cette affaire de beau-frère. On a pris la moto de son beau-frère, on l'a interpellé, soit dans un quartier de Douala. Et on a demandé qu'il paye 10 000, et il a payé les 10 000. Vraiment, est-ce que c'est sérieux? Ou est-ce que le Cameroun s'en va? Le Cameroun vraiment marche? Je dis, attendez, allons doucement, allons doucement. Pourquoi on a d'abord interpellé ton beau-frère, le moto-taximan? Il me dit, bon, apparemment, c'est une zone qui est interdite à la circulation des motos. Je dis, ça commence à venir. La zone est interdite à la circulation des motos. Et votre beau-frère circulait par là. Voilà pourquoi on l'a interpellé. Il dit, bon, je dis, non, ouais, réponds à la question. Voilà pourquoi on l'a interpellé. Il dit, oui. Il dit, bon, ça, ce n'est même pas le problème. Mon problème, c'est qu'on a payé. Quand on paye, on ne te donne même pas le reçu. J'ai dit, non, 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 non. Vous voulez faire comme sur la tente de dans l'amalgame. Amalgame. Voilà. L'amalgame, là. Vous voulez faire le malgame. Vous voulez faire le malgame. Donc, vous roulez sur une zone interdite aux motos. Lorsque les forces de sécurité vous interpellent, vous êtes justement en infraction. Maintenant, apparemment, lorsqu'on vous interpelle de cette manière, vous devez payer. Et maintenant, vous avez payé et vous demandez, il me dit donc il faut que je dénonce les forces de l'ordre là, qu'ils prennent l'argent. Je dis non, je ne peux pas dénoncer. Vous-même, vous êtes en illégalité. Bon, je prends cette illustration pour vous dire que ce ne sont... On a des tonnes de dénonciations par jour, des tonnes. Tout à fait. Mais nous trions. Nous trions. Professeur Novissier, votre regard sur la dénonciation de ce jour. Oui, je vais déjà me poser beaucoup de questions. C'est de savoir comment est-ce que ce beau-frère a pu avoir tant de pouvoir au point de chaque fois qu'il a commis un forfait,
les gens de la gendarmerie, c'est-à-dire ce personnel qui est bien formé, qui est professionnel, arrivent à son service. C'est-à-dire, est-ce que c'est son beau-frère qui donne l'ordre qu'on aille secourir son frère, son beau, qui est en difficulté, ou est-ce que c'est lui-même qui appelle les gendarmes pour qu'on vienne... Je ne sais pas si vous avez eu plus d'informations. Je n'ai pas eu cette information. Ok, parce que avant d'intervenir, je voulais d'abord savoir pour situer la trajectoire de ma pensée. Mais c'est une question qui n'est pas seulement celle des forces armées, dans toutes les entreprises publiques au Cameroun. Les gens, il y a une forme d'inclusion de la famille. La famille, quand vous êtes quelque part, le plus souvent, la famille considère que votre boulot, c'est le sien. Il faut qu'on puisse sensibiliser la population là-dessus. C'est-à-dire que ce soit sur le cas des forces armées, même dans certaines universités, dans certaines entreprises de l'État, vous allez vous rendre compte que ceux qui font parfois apporter de très mauvais résultats sont les membres de la famille qui induisent malheureusement soit le beau-frère, soit leurs proches à commettre beaucoup d'erreurs. Bon, c'est une problématique qui est d'actualité. Et également, il y a un phénomène qui est en train de monter au Cameroun. Vous allez vous rendre compte que ce pouvoir que les Camerounais se donnent à poser des actes qui ne relèvent pas de leurs compétences, c'est vu partout. Je prends un cas. À Yaoundé, maintenant, vous allez vous rendre compte que dans des carrefours, absence de policiers, les gens se font des policiers. Ils commencent à diriger la route. Ça commence toujours comme ça. Mais imaginez-vous que ce phénomène prenne de l'ampleur. À un moment donné, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on comprend le volet psychologique de la chose? C'est-à-dire, est-ce que les gens savent que pour être en route, il faut avoir reçu une formation? Est-ce qu'ils ont reçu une formation qui leur donne de prester en route? Et si à jamais ils sont en conflit direct avec un citoyen et que ça arrive au désastre, qui paiera les pots cassés? Bon, cette inclusion de la population de plus en plus dans des choses qui ne relèvent pas de leurs compétences, c'est une problématique qui est d'actualité. Et ce n'est pas seulement, malheureusement, j'ai beaucoup de respect pour le corps des forces armées et c'est pourquoi je voulais avoir ce détail avant de continuer. Parce que, est-ce que quelqu'un qui n'est pas des forces, est-ce qu'ils ont obéissance? C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont vœu d'obéissance aux proches de leur chef? On en a vu. Bon, c'est vrai que quand les gens sont haut gradés, par exemple, c'est beaucoup plus vu. C'est-à-dire que les hauts gradés, mais cela repose le plus souvent. Moi, j'ai vu l'autre jour, j'ai intrigué même cette dame qui est ma voisine, que les policiers lui donnaient le café. J'ai dit, mais la femme d'un commissaire, c'est un commissaire. C'est-à-dire que ça peut se voir parfois de cette forme-là, amusante-là, mais ce sont des réalités qui sont Cameroun, on n'arrive pas à le problème qui se pose, professeur, je soupçonne que si l'on donne le café, comme ils le disent dans leur jargon vulgairement, à la femme, par exemple, d'un commissaire, à la femme d'un colonel, c'est parce qu'on sait que son mari est impuissant et donc il faut être très poli avec sa femme. Là, ça se comprend, mais par rapport au beau-frère, parce que je voulais faire un peu le parallélisme, qu'on comprenne un peu la difficulté que j'ai à consommer qu'un beau-frère puisse avoir autant de puissance. Très bien. Pierre Blériot, mais comment un beau-frère peut avoir autant de puissance? Et je pense que le professeur Nubsi a été très précis sur un aspect particulier. De plus en plus, les populations s'ingèrent dans des choses, en réalité, je vais parler comme au village, qui ne la concernent pas. Entre-temps aussi, Pierre Blériot, est-ce que le Cameroun n'a pas encore trop de problèmes comme ça, où un commandant de brigade se lève aussi un beau matin et prend aussi son territoire comme étant son titre foncier, il fait ce qu'il veut, il ne s'arrête même plus à lui-même. Il donne même aussi des portions de pouvoir à ses beaux-frères, à ses belles-sœurs, aux copines de ses copines, aux sœurs de ses copines, ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, les Ivoiriens posent la question de savoir, on est où là? Non, c'est normal. Hein. Si un homme a des problèmes à satisfaire son épouse, il peut combler cela en aidant les membres de la famille de son épouse. On n'a pas dit que c'est le cas de ce commandant de brigade. Hein. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit cela. Ça, c'est vous qui... Si un homme n'arrive pas à satisfaire son épouse, il peut croire que pour compenser l'insatisfaction de son épouse, il peut maintenant... L'exemple que prenait le professeur, pourquoi un policier ou un gendarme devrait donner le café à la femme du colonel ou du commissaire? Mais il doit respecter la femme du colonel. Non, la femme du colonel peut te nuire si tu as un élément... Elle a quel grade dans l'armée?
Blaireau, tu es amusant. Hein. On est au Cameroun. Hein. Bon, maintenant, si vous dites qu'on est au Cameroun, ça devient donc un autre problème. Et effectivement, si la femme du colonel se rend compte que lorsqu'elle passait, tu ne l'as pas salué, toi qui es sous les ordres de son mari, est-ce que tu ne penses pas que mais vous savez, ça peut te coûter cher? Ça aussi l'effet inverse. Hein. Je connais un colonel qui aurait dû passer général, mais à cause du mauvais comportement de sa femme, il a pris la retraite brutalement comme colonel. Parce que sa femme, elle en faisait voir de toutes les couleurs aux militaires qui étaient de faction au domicile. Vous savez, il y a colonel et colonel au Cameroun. C'était un très grand colonel. Mais le mauvais comportement de sa femme et les rapports montaient ont empêché que son mari ne soit fait général. Ok. On dit qu'il est à côté. Je vais dire à ce monsieur qu'il aurait bien fait s'il était après Yoko là-bas. Et puis Info TV est trop suivi. Donc d'ici la fin de la journée, sa vie va changer. Moi, c'est clair. Moi, je sais de quoi je parle. Les autorités de la gendarmerie nous suivent et avant la fin de l'émission, on va envoyer une équipe vérifier. Pour voir un peu plus clair. Donc voilà le gars, un beau frère qui va vous attirer. Beaucoup de problèmes. Je ne sais pas, est-ce que vous allez avec lui comme vous allez avec sa soeur? Oh là là, on ne le dira pas. J'ai posé une question. Non, il y a des questions tendancieuses. Tendancieuses. Votre ici, bon, ici, votre beau-frère arrive à Info TV. Oui. Bon, il n'a aucun titre ici. Il commence à donner des ordres, à faire licencier les gens, à faire suspendre. Mais moi, je vais lui poser la question, est-ce qu'Aïssi va avec toi? Parce que je ne comprends pas. Ce qui n'est pas possible. Attends, votre beau-frère arrive ici, il suspend les gens. Il chasse les caméramans. Non, attendez, il y a quand même... Et puis, il y a des gens qui sont d'une grande légèreté. Très bien. Si à la maison, moi, je suis sérieux, mon beau-frère, je peux aider mon beau-frère à mon lieu de service, je peux lui trouver un emploi. Mais il saura qu'il ne faut même pas qu'on sache qu'il est mon beau-frère. Parce que je serai le premier à le connaître très fort. Si jamais il essaye de montrer quelques allures, il n'y a même pas d'allure. D'ailleurs, quand on quitte la maison, c'est par chance qu'il peut monter dans ma voiture. Sinon, il se débrouille. Moi j'arrive à Info TV à des heures de directeur, mais mon beau-frère est supposé être arrivé depuis le matin à 6 heures, parce que c'est un valet. Oui, c'est un employé de bas état. Il peut te rendre la vie dure auprès de sa sœur. Hein? Non, il ne peut pas. Il peut même pas. D'ailleurs, je parle souvent comme ça à mes beaux-frères. Si tu énerves, même je te mets en cellule. Donc, il n'y a pas ça chez moi. Merci beaucoup. Tu te comportes bien ou on te corrige. Bernardo Basson, pourquoi le Camerounais ne veut pas vivre calmement, sereinement? Je vais nuancer. Pourquoi certains Camerounais font montre d'une extrême puissance? Et on parlait il y a peut-être 2 ou 3 semaines de l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité. Pourquoi nous pensons que pour exister, certains d'entre nous, nous devons d'abord écraser les autres? Nous nous limitons même plus à nous-mêmes. Nous prenons, il y a ce pouvoir, nous le déléguons à nos beaux-frères, à nos belles-sœurs, qui à leur tour écrasent également des personnes. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela, parfait ici. Par exemple, on peut avoir dans notre enfance subi beaucoup de traumatismes. On peut avoir été humilié, avoir été choisi. Et vous venez vous venger quand vous allez à grand. Et à un moment donné, le cerveau développe des façons de faire qui, à un moment donné, vous donnent le complexe de supériorité parce que vous avez un petit sentiment de puissance. C'est peut-être ce qui arrive à ce monsieur, mais je crois qu'il est profondément dans l'erreur. Déjà, sur le plan juridique, il y a 2 infractions naturelles ici qui se dégagent. La première, c'est l'usurpation de titre. Parce que ce monsieur se fait passer pour un membre des forces de sécurité, alors qu'officiellement, il ne l'est pas. Parce que la personne qui m'a appelé, les personnes qui m'ont appelé, j'ai pris la peine de bien leur demander, est-ce que ce monsieur est un membre des forces de sécurité? On m'a bien précisé que non. Elle a d'ailleurs insisté en me disant que non, il ne l'est pas. On a fait les recherches adaptées à la situation. Donc il y a ici usurpation du titre qui peut bien sûr lui être fortement préjudiciable sur le plan pénal. À côté de cela, il y a également le trafic d'influence. Vous savez, également la loi camerounaise réprime les actes qui conduisent des personnes à user d'une certaine position pour abuser des personnes qui seraient manifestement en dessous de leur autorité. Donc, sur le plan juridique, il y a cela. Sur le plan social, je pense qu'il y a une grosse confusion.
Lorsque vous êtes investi une mission de service public, chaque action que vous menez, c'est pour le bien de la collectivité. Il faut même par extension considérer que l'agent des forces de sécurité est au service de la population. Donc si minimalement ou principalement on peut voir le service de manière plutôt décalée, de manière extensive, on peut croire que c'est même de lui qu'on doit abuser. Ce monsieur, donc il parle du commandant, pas de son beau-frère. Donc là également, il faut comprendre que des gens confondent le service public et le service privé. Très bien. Dans le service public, vous devez vous sacrifier pour les citoyens à terme. Et surtout, vous devez comprendre que votre famille n'a pas de place dans tout ce que... Vous devez les servir comme vous pouvez servir les autres. Il n'y a pas de privilège à accorder de façon officielle. Même si vous le faites, ça peut être de façon officieuse. Maintenant, je suis également assez épouvanté. Et vous chuterez par là. Oui, parfois ici... Mais Bassa, moi je suis Bassa et je pense que les Banènes, je sais pas, est-ce qu'ils sont faibles? Parce que moi, tu peux arriver dans les Banènes à la révolte. Parfois ici, on peut lire le Jake sur lui facilement là, facilement. C'est-à-dire, si quelqu'un arrive comme ça et abuse manifestement des gens, parfois ici, on le met à terre. Est-ce qu'ils sont faibles? Est-ce qu'ils sont paresseux? Est-ce qu'ils le craignent? Est-ce que tu es sûr que le beau-frère là le met? C'est pas une question que tu devrais te poser pour parlant des Banènes. Pas les Banènes. La proximité avec vous, les Bassa, vous avez... Nous avons en pleine supputation. Moi, je suis du Mbam. Ah, d'accord. Mais moi, je pense parfois ici que le monsieur là et son beau-frère couchent ensemble. Oh là là, moi, je pense. Parce que... attention, on peut vous coller en procès. Bon, ok. Moi, vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Ils ont peut-être des liens particuliers qu'on ne veut pas dévoiler ici. Quoi qu'il en soit, j'espère que c'est mieux dit comme ça. J'espère que le MINDEF et le CED ont eu vent de la dénonciation et vont réagir opportunément. Lisons quelques messages de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour Perfecto, il faut que je t'envoie les mégas. C'est un banc depuis à Bamban. Mais Perfecto, il faut te cultiver. Hein. C'est une nouvelle tactique. Quand on appelle un journaliste, on dit il faut que je t'envoie les mégas. Ah bon? Oui. Ça veut dire quoi? Il faut demander à Faustin donc. C'est comme ça qu'on procède. Je préfère me cultiver sur d'autres choses. Monsieur, il me provoque. Monsieur, il me là. Comment ça? Moi, je dis que je suis à jour. Il y a un souci avec l'appareil dernière génération. Peut-être faut aussi m'envoyer un téléphone. Mais je préfère pas seulement les mégas. Alors, nous allons prendre contre vents et marées ces messages et nous y sommes. Perfecto, perfecto, perfecto. Oui, faisons confiance à tonton Rigaud. Ne dit-on pas que la guerre est d'abord psychologique? Perfecto, ce que Rigaud a fait hier, là, c'était pour amener le Sénégal et les autres équipes africaines à baisser la garde pendant la CAN en nous affrontant, croyant avoir déjà évalué notre niveau. Perfecto, souviens-toi de mon message lorsque vous verrez les prouesses de notre sélection à la CAN. Quant à la dénonciation, je ne le dirai jamais assez, les plus chanceux dans ce pays finiront fous. Incroyable. Je pars du côté de la France, le plus 33. Bonjour Perfecto, je regarde l'émission avec deux Brésiliennes. Elles disent bonjour à Bernardo, Fabio Tama. Il faut demander si elles sont mariées, on peut négocier. Dans les deux Brésiliennes. On a dit Bernardo, on n'a pas dit Lonkuta. Quand on a dit Bernardo, il pense que tu es sud-américain. Bonbolon. Alors qu'en fait, c'est Bernard. Non. Quel dénigrement. On te ramène à ta sauce. Ta sable, ma sauce. Bonjour, monsieur Aïssi. Le Cameroun n'ira nulle part à la CAN. Et s'il blague, nous sortirons dernier de la poule. Et pour la dénonciation, le pays des liens, le copinage, il y a déjà trop de puissants au 237. Le pays de tu sais qui je suis. Attention, à l'allure où vont les choses dans ce pays, la tragédie du roi Christophe n'est plus loin. Bonjour, monsieur Aïssi et ton panel. Rigaud n'a pas le niveau de cette équipe. À moins de 3 mois, on tâtonne. Trop de mauvais choix tactiques et techniques. Aucune bonne lecture de choix. Avec un bon coach, les Lions peuvent faire mieux. C'est Dieu de Kondengui qui envoie donc le message. J'espère que vous êtes à l'extérieur. Hein.
Autre message, bonjour Perfecto ainsi qu'à votre panel. S'il vous plaît, où est TVB? J'ai eu des problèmes avec mon fiancé parce que j'appréciais tellement TVB tous les jours. Et aujourd'hui, je suis sans fiancé. C'est compliqué, hein? Bon, TVB est là, mais est quand même ailleurs. En off, je pourrais vous dire où est TVB. Mais TVB n'a eu aucun problème. Comme ça, vous aurez un fiancé. Bonjour à vous, messieurs, et surtout respect pour le travail que vous abattez. Je reviens sur le sujet Zambo Anguissa. Je suis d'accord avec le grand frère Basson. Zambo l'a prouvé plus d'une fois. Il a sa place, mais personne ne nous rassure. Écrivez normalement. Hein. À un moment donné, on va prendre ces extraits. On va dire, voilà, le français d'Haïti. Et je saute. Alors, bonjour, Perfecto. Je suis à Pointe-Noire. Bon, je regarde l'indicatif. Oui, c'est le 242. C'est le Congo. Je suis donc à Pointe-Noire. Je suis très ravi de votre émission. Votre plateau est très professionnel. Merci. Autre message ce jour, bonjour parfait, très heureux de vous retrouver ce matin. Par rapport à la dénonciation, à l'instant où Basson a débuté, j'ai tout de suite pensé comme lui. Cette affaire est louche, c'est même quoi au Cameroun? Mais j'ai une question, ce monsieur vit-il chez lui-même ou alors chez son beau-frère? C'est même quoi dans ce pays où chacun fait ce qu'il veut? Bref, bonne émission. C'est Simon Marius Mba depuis Yaoundé. Alors, nous prenons quelques messages de l'étranger là. J'en ai vu plusieurs. Je tombe sur le 225. Notre belle famille, la Côte d'Ivoire. Alors, que disent les Ivoiriens ce matin? Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs. Subjectivité oblige. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire offrira une esquisse finale entre belles familles Côte d'Ivoire-Cameroun, qui se soldera par une victoire éclatante de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Rappelons plus sérieusement qu'en général, les différentes générations de la sélection du Cameroun qui ont remporté la CAN n'étaient pas très rassurantes avant le tournoi, y compris en 1984, ici à Abidjan, malgré ses belles individualités et collectifs acceptables. Le Cameroun est pour la CAN ce que le Real de Madrid est pour la Champions League. Quels que soient les moments difficiles qu'ils peuvent connaître, dès qu'ils se retrouvent dans ces compétitions citées, ils se transcendent étonnamment. L'espoir fait vivre. El Perfecto. Nous vous attendons impatiemment en Côte d'Ivoire en 2024 où nous espérons modestement que des émissions d'Espace Mini soient organisées pour qu'on puisse y participer in situ. Qu'en pensez-vous? L'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Bon, je commence par la fin. Hein. Prenez les mesures. Si vous voulez inviter l'équipe d'Espace Miné en Côte d'Ivoire, prenez les mesures et on verra avec le top management comment on s'y rentre. Deuxième préoccupation. Vous avez dit qu'à chaque fois que nous avons eu à gagner, l'équipe n'était pas rassurante. C'est pas vrai. Nous avions des génies en 84. C'est-à-dire quand vous aviez des gens comme Dr Abega, vous avez les Mida, vous avez les gens comme Léopold Fédé, vous avez Darantes, vous avez Thomas Nkono. C'était des phénomènes. C'est-à-dire si vous en avez 5 dans une équipe, c'est bon. Le reste compte. Bon, maintenant, quand vous prenez l'épopée 2000, c'était une équipe de rêve. Sauf qu'en 2000, nous avions des gens comme Rigobert Song, nous avons Samuel Eto'o, nous avions des gens comme Etame Mayer, nous avons Njitap, nous avons... Vous voyez, ce n'était que des phénomènes. Ici, pour être objectif, oui. En 2000, on n'est pas partant favori, non. C'est en 2002 qu'on l'est. On n'est pas favori, est-ce qu'on n'a pas de bons joueurs? Parce qu'on a de bons joueurs, mais on fait une mauvaise CAN 98, donc en 2000, on est vraiment brinque-ballant. En 2017 encore, c'est grave, parce qu'en 2017, voilà, on n'est vraiment pas annoncé comme favori. Hein. Nous sommes des ovnis en 2017. Ouais. Autre message rapidement. Bonjour le plateau. Notre équipe nationale a besoin d'un milieu plus fluide. On a des joueurs comme Carlos Baleba et Brinton qui est en forme, donc disons qu'ils sont en forme, se reposer sur Anguissa n'est pas une solution à long terme. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que Rigobert doit laisser cette histoire. C'est Julienne de Douala Koto. Bonjour les démineurs.
Bonjour donc les démineurs, bonjour El Perfecto, c'est clair qu'ainsi fonctionne notre beau pays, république dans laquelle on a des rois, république dans laquelle le proche d'un haut dirigeant est plus que le chef de l'État. Par ici, on construit avec le permis de conduire. Les furoncles s'accommodent, mieux de l'ombre, ces abus sont entretenus et nourris. Le message est long, je m'arrête à ce niveau. Cette affaire de conduire avec permis de conduire, c'est pas moi bâti quoi, je comprends rien de ces histoires-là. Je préfère prendre un verre d'eau. Mais maman, pourquoi tu éteins la télé? Lors de mon absence, je ne peux pas surveiller ce que tu regardes. Pas besoin d'être toujours derrière votre enfant. Il y a le contrôle parental. Vous pouvez décider de ce que votre enfant a le droit ou non de regarder, et cela même quand vous êtes absent. Pour activer le contrôle parental, c'est très simple. Appuyez sur la touche menu de votre télécommande. Ensuite sur Sélectionner ma TV. Puis Mon code parent et sur Créer ou modifier votre code à 4 chiffres et là, appuyez sur OK. Mais comment ça marche? Allez sur la chaîne de votre choix et appuyez sur le cadenas. Rentrez votre code à 4 chiffres, changez de chaîne pour actualiser le blocage et revenez sur votre chaîne désormais verrouillée. Votre chaîne est désormais inaccessible et votre enfant ne peut plus la regarder. Avec le contrôle parental, soyez serein de ce que regardent vos enfants. N'attends plus, c'est encore plus de cours. Ça y est, c'est la rentrée, je suis n'attends plus. Des mathématiques, des exercices pour t'aider à apprendre. Du français, des dictées pour mieux s'entraîner. Des sciences, de l'éducation civique et environnementale, de l'anglais pour mieux comprendre. Outstanding. Et je pense et espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Depuis la maison. N'attends plus, c'est pour toute la famille. Très bien dit. Des cours CE1 au CM2 et des séances d'alphabétisation pour les plus grands. Bonne rentrée avec N'attends plus. N'attends plus, en route pour l'école. PMUC.cm, la plateforme de paris en ligne du PMUC. Pariez sur les courses épiques, la loterie, le casino, les sports. Avec les meilleures cotes, pariez sur ces gros événements. PMUC.cm, disponible en application mobile. Sur PMUC.cm, jouez comme vous aimez. Pour le compte de l'année académique 2023-2024, l'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, ISTEC, ouvre grandement ses portes aux bacheliers des sous-systèmes anglophones et francophones. L'ISTEC répond aux exigences de professionnalisation dans les domaines de santé, gestion, agro-pastoral et alimentaire, industrie, technologie et droit. L'ISTEC, c'est son dispositif d'accueil attrayant, un campus imposant, des laboratoires, ateliers et bibliothèques bien équipés et un corps enseignant qualifié et disponible pour l'encadrement des étudiants. Obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en santé, topographie, management des établissements hôteliers et bien d'autres. Choisissez l'Institut supérieur ISTEC et devenez leader de demain dans votre domaine. Situé à Yaoundé et Touguébé, face Collège moderne de l'Espérance. Infoline. ISTEC. Un étudiant, une formation de qualité, un emploi garanti. Bienvenue au Wisconsin Apartment. Cadre idéal pour un séjour calme et paisible. Wisconsin Apartment, c'est la fine fleur en termes de studio et appartements meublés au standing à moindre coût. Un service hôtelier complet, de l'eau et de l'électricité disponible à plein temps, une connexion Wi-Fi haut débit, ainsi que des véhicules à votre disposition pour vos déplacements dans la ville et la navette pour l'aéroport. Wisconsin Apartment, c'est un cadre sécurisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes situés à Yaoundé Golfolo, face station Tradex, avant la GMI.
Contact 691 91 86 37 694 41 21 72 679 78 76 23. Wisconsin Apartment, une classe de différence. PMUC online betting platform, bet on horse racing, lottery, casino, sports. With the best odds. Bet on its major events. PMUC.cm, available as a mobile application. On PMUC.cm, play as you like. Nathan Plus, c'est encore plus de cours. Ça y est, c'est la rentrée sur Nathan Plus. Des mathématiques, des exercices pour t'aider à apprendre. Du français, des dictées pour mieux s'entraîner. Des sciences, de l'éducation civique et environnementale, de l'anglais pour mieux comprendre. Outstanding. Et je pense et espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Depuis la maison. Nathan Plus, c'est pour toute la famille. Très bien dit. Des cours CE1 au CM2 et des séances d'alphabétisation pour les plus grands. Bonne rentrée avec Nathan Plus. Nathan Plus, en route pour l'école. Mais maman, pourquoi tu éteins la télé? Lors de mon absence, je ne peux pas surveiller ce que tu regardes. Pas besoin d'être toujours derrière votre enfant. Il y a le contrôle parental. Vous pouvez décider de ce que votre enfant a le droit ou non de regarder, et cela même quand vous êtes absent. Pour activer le contrôle parental, c'est très simple. Appuyez sur la touche menu de votre télécommande. Ensuite sur Sélectionner ma TV. Puis Mon code parent et sur Créer ou modifier votre code à 4 chiffres et là, appuyez sur OK. Mais comment ça marche? Allez sur la chaîne de votre choix et appuyez sur le cadenas. Rentrez votre code à 4 chiffres, changez de chaîne pour actualiser le blocage et revenez sur votre chaîne désormais verrouillée. Votre chaîne est désormais inaccessible et votre enfant ne peut plus la regarder. Avec le contrôle parental, soyez serein de ce que regardent vos enfants. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Comme nous vous le disions en ouverture ce matin, nous parlons d'éducation, nous parlons de formation avec une préoccupation. Le coût élevé des formations dans certains établissements, qu'ils soient scolaires ou maintenant au niveau universitaire, peut-il justifier la qualité reçue, la qualité de l'éducation reçue au niveau de cet institut de formation? Et pour en parler, ils seront justement donc enseignants, mais également consultants et invités permanents. Je commence par le professeur Noubissier. Professeur, nous allons droit au but. Y a-t-il adéquation entre le coût élevé de formation et la qualité reçue par les enseignants? Oui, commençons d'abord par le coût. De manière factuelle et naturelle, l'école coûte cher. L'école coûte vraiment cher. Si vous avez vu l'actualité dernièrement en France, on aime prendre la France comme un modèle, en fait pas comme un modèle, comme le tableau, voilà, le tableau à partir duquel nous lisons la réalité. Je pense que tout récemment, l'éducation devait aller, la pension devait être située entre 2 000 et 5 000 euros. C'est-à-dire pratiquement dans les 3 millions. Et la formation que j'ai faite là-bas, j'ai payé 1 500 euros à 1 600 euros, pratiquement 900 000 francs. Bon, de manière générale, l'école coûte cher. Maintenant, la qualité de l'école, la qualité de la formation, comment on l'évalue? On évalue la qualité d'une formation à partir de l'exercice pratique et praxéologique de ceux qui ont reçu la formation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on a
une école qui forme en informatique, il va falloir que ceux qui sortent de cette école-là puissent être opérationnels sur le terrain. Et puissent, après 2 ans, avoir épluché de manière radicale le coût qui a prévalu pour leur formation. Maintenant, nous constatons, avec un regard un peu extérieur et retiré, qu'il y a un peu d'exagération. On ne contextualise pas. Il faut contextualiser. On ne contextualise pas. Ça veut dire quoi? Ça dit que tout à l'heure, en entrant dans l'émission, on a ouvert un débat sur la problématique de la pauvreté au Cameroun. Tout à fait. Et les chiffres, d'après les estimations de tous ceux qui m'ont précédé, de tous ceux avec qui je partage ce plateau, les chiffres étaient quand même alarmants. Quand on parle de 80 à 85% de pauvres, ça veut dire qu'on devait contextualiser pour que l'école n'appartienne pas à une élite. Parce que quand on essaie d'évaluer le coût de la formation, on devait tenir compte de ça. Parce qu'à un moment donné, on va se rendre compte que c'est une élite qui va s'approprier l'école. L'école inclusive, à un certain niveau, va disparaître. Et c'est même pourquoi, lorsqu'on fait le parallèle avec les universités d'État, il faut également le dire, j'ai eu la chance entre 2016 et 2017 d'être dans une commission où je représentais un syndicat dans cette commission-là. Lorsqu'on vous donne le coût réel de l'école dans les universités d'État, c'est entre 400 et 600 000 francs. Bon, de manière naturelle, l'école coûte cher. Bon, maintenant, ce qu'a fait l'État de ramener la pension à 50 000 francs, c'était pour donner la possibilité à toute personne des catégories différentes de participer. On dira que l'État subventionne. On le dira. Cette subvention-là sont énormes. S'il faut entrer, je vous le dis, la pension annuelle d'un étudiant, avec les chiffres que j'ai, la pension annuelle d'un étudiant se situe entre 400 en fonction des écoles. Pour le TEC, ça va un peu plus loin. Pour le TEC et la faculté de médecine. Prenons les simples universités. Voilà, dans les simples universités, c'est entre 400 et 500 000 francs. Bon, on peut dire que et donc, si l'étudiant, lui, ne donne que 50 000 francs, vous voulez faire comprendre que l'école est gratuite. On peut le dire, Même si, en revenant également aux chiffres, on constate également que même ces 50 000 francs-là, parfois c'est très difficile. Professeur, vous êtes quand même au courant que pour des pays au même niveau de développement que nous, les étudiants ont encore des bourses. Oui, le problème, c'est même un problème politique. Parce que quand vous essayez de regarder le statut de fonctionnement du Cameroun, c'est possible que les étudiants aient des bourses. Il y a dans les universités, et pourquoi ils ne donnent pas des bourses? Ils ne donnent plus des bourses aux étudiants. Il y a dans les universités d'État une subvention de 50 000 francs chaque année aux meilleurs étudiants. Mais ces meilleurs étudiants, c'est pratiquement ceux qui ont plus de 10 mois. Alors qu'on pouvait... C'est pourquoi je dis c'est une question de politique. L'État peut se dire, parce que vous avez posé une question systématique tout à l'heure. Moi, je préfère être rationnel. On peut dire au Cameroun que les 50 000 francs que l'État donne aux étudiants, pratiquement ceux qui ont plus de 10 mois, qui représentent un pourcentage suffisamment conséquent, que l'école est gratuite au Cameroun, on peut le dire. Mais la réalité, c'est comment faire pour que les bourses puissent impulser chez les boursiers un élan de travail, un élan d'explosion, un élan de grandeur sur le plan du schéma cognitif. C'est ça la question. Bon, pour dire que de manière naturelle, l'école coûte extrêmement cher. Et le contexte camerounais fait que de nos jours, on n'essaye pas de contextualiser et de revoir et d'uniformiser également ces prix-là, on aura tendance à voir que ce sont les enfants des plus nantis qui vont avoir l'accès à ces écoles-là. Très bien. Je passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. J'ai eu l'impression que le professeur a dit de très belles choses, mais n'a pas répondu fondamentalement à la question posée. Pierre Blériot, je prends un exemple. Si vous entrez dans une école où la pension, pour le cas du Cameroun, s'élève à 3 millions, est-ce que nous avons la preuve de ce que dans cette école-là, les enseignements sont de qualité? Pas nécessairement. C'est d'autant plus que les enseignants qui sont dans ces écoles ne viennent pas de la Lune. Ce sont souvent les enseignants des écoles où on paye mal qui vont aussi enseigner là-bas. Ils ne deviennent pas subitement des génies. Ils travaillent peut-être avec plus de discipline, entre guillemets. Mais l'école, partons même de l'école maternelle. Effectivement, les promoteurs des écoles ont contextualisé. Au Cameroun, les prix des écoles, les prix de la scolarité dépendent de la situation géographique de l'école et de la notoriété. C'est-à-dire que parfois ici, comme les maisons coûtent cher à Koundengui, un exemple à Yaoundé, à Akwa, à Douala, les écoles qui vont s'installer à Akwa vont adopter le prix
en fait, le standard de vie de Aqua. Vous verrez donc qu'une école maternelle à Aqua va coûter 500 000. Quelqu'un posait la question l'autre jour, quand l'enfant sort de cette école maternelle, il devient du coup pilote? Non, il paraît qu'on le prend à l'UNAM directement. Non, effectivement, il y a un manque de sérieux. On veut peut-être réserver l'école à l'élite, mais on échoue à le faire parce que ce qu'il faut aussi observer, c'est que chez nous au Cameroun, les pauvres ont plus de tendance au voyeurisme. C'est-à-dire que vous verrez donc les parents pauvres vont se sacrifier avec l'idée que c'est de bonnes écoles. Parce que ça, malheureusement, les prolétaires croient que ça fonctionne comme ça. Ils vont envoyer leurs enfants là-bas et ils ne vont vivre que pour payer l'école de leurs enfants. Très bien. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de familles qui se sont totalement essorées économiquement, financièrement, pour envoyer les élèves, des enfants dans des écoles. Et la déception, c'est souvent que vous finissez de payer une telle école et l'enfant reste au quartier après avoir obtenu les diplômes. Merci. Mkama Meksan, une autre préoccupation. C'est vrai que ce soit le professeur ou bien Pierre Blériot, chacun est revenu sur cette inquiétude, laquelle le fait de faire en sorte que plusieurs écoles puissent avoir des coûts élevés de formation, il y a un risque que l'école progressivement ne deviennent élitistes. Les enfants de pauvres ne vont donc plus aller à l'école ou alors ne vont plus recevoir des enseignements de qualité. Il y a bel et bien le risque de vivre une dictature de l'élite. Et en principe, nous vivons cette dictature de l'élite depuis la libéralisation de 1993. Depuis. Parce que avec cette libéralisation de 1993, on a assisté à une profusion des instituts privés qui absorbent le trop-plein des universités, mais avec une particularité. Il faut miroiter la possibilité d'insertion professionnelle, de qualité d'enseignement, de ceci, de cela, d'un cadre plutôt lunaire, mais qui est totalement détaché de la réalité. Totalement détaché de la réalité. Et on arrive à une situation dans laquelle ceux qui sont en bas considèrent ceux qui sont comme des élites, mais confrontés à la réalité, vous avez totalement des réactions différentes. Je peux vous dire quelque chose, je parle sous le contrôle du professeur. La loi d'orientation de l'enseignement supérieur de 2000, je pense 2023, si je me trompe, il y a une de 2001, il y a une autre de 2023. On dit bien, parlant de l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur est l'ensemble des enseignements et formations assurés par les instituts privés et les instituts publics, encadrés par l'État. J'ai retenu seulement encadré par l'État. Et encadré par l'État, ça veut dire que quand l'État se permet d'encadrer quelque chose, il donne des chances à tout le monde. Mais est-ce le cas? Non. Ce n'est certainement pas le cas. L'État est complice? Je ne dirais pas que l'État est complice, mais je pense que l'État n'encadre même pas. Affi. N'encadre même pas. Ou alors c'est l'État qui doit être encadré. Peut-être. Peut-être faudrait-il qu'on encadre. Parce que les promoteurs fixent leur taux de scolarité sur quelle base? Merci. Parfois, et si vous parliez de 3 millions, effectivement, il y a des promoteurs qui ont décidé de faire payer 3 millions aux étudiants. Alors, ça répond à quelle norme? Vous me posiez donc. Vous parlez des écoles primaires. Il y en a où on paie 1 million de francs dans une école primaire. Vous me posiez donc la question de savoir si on devait assister à une dictature de l'élite. On est dans une dictature de l'élite. Et il revient à l'État de savoir quelle élite l'État veut pour aujourd'hui et pour demain. Et que cette élite, par qui elle doit être formée et comment elle doit être formée. Très bien. Bernardo Basson, y a-t-il des conséquences à vivre dans un environnement où de plus en plus l'école commence à coûter trop cher? Y a-t-il des conséquences pour une telle société? Oui, deux principales conséquences, mais il y en a certainement qui peuvent être satellites. La première conséquence, c'est l'épaississement de la fracture sociale, c'est-à-dire le dénivellement qui apparaît de plus en plus probant dans le système de classe sociale. On a clairement un système de prolétaires à gauche, de bourgeois à droite ou inversement. Deuxièmement, il y a de plus en plus l'émergence de l'idée d'une conspiration, d'un complot.
On a clairement l'impression que les pouvoirs publics complotent suffisamment pour que certaines personnes soient désœuvrées, déshéritées et d'autres soient privilégiées. Mais s'il faut répondre à la question qui est posée de façon mécanique, ma réponse irait plus vers un oui que vers un non, sur la base de certains critères que je veux identifier subjectivement. Dans les centres et instituts dans lesquels le coût de la scolarité est beaucoup plus élevé, on a clairement l'impression que l'effectif est réduit. Et une fois que l'effectif est réduit, on peut avoir plus de chances d'une meilleure transmission, d'un meilleur véhicule. Parce que la masse étant moins importante, le message peut davantage atteindre les cibles. Deuxièmement, au Cameroun aujourd'hui, on a substitué la valeur des choses à leur prix. On ne connaît plus la valeur de l'école, on ne connaît que son prix. Et donc le prix devient un stimuli pour le cerveau humain. À tel point que l'étudiant ou l'élève qui est dans une école coûteuse, de manière inconsciente, le prof me comprend, intègre qu'il est dans un défi, dans un duel. Pour les plus consciencieux, ils estiment que c'est un sacrifice parental qui mérite de leur part une application particulière. Pour les moins consciencieux, ils estiment que à terme, le label de l'institut sera suffisamment porteur pour certaines entreprises. Je vais par exemple prendre le cas entre l'UCAC et Yaoundé 2SOA. Je connais beaucoup d'étudiants de l'UCAC qui, juridiquement parlant, ne sont pas structurés, vraiment. Je connais beaucoup de Yaoundé 2 inversement, qui, juridiquement parlant, sont très cohérents. Et inversement pareil. Sauf que, ce marché de l'emploi, on a l'impression que le produit UCAC se vend mieux que le produit Yaoundé 2 Douala ou Tchan. C'est même plus qu'une impression, ça semble être un truisme, la palissade. Ça peut être observé. Du coup, on a clairement l'impression que même si la formation, quelque part, n'est peut-être pas de meilleure qualité, sur le terrain, il y a un privilège accordé aux personnes issues des centres ou dans lesquels on paye mieux. Même à l'étranger, par exemple, quand vous voulez voyager, si un étudiant Yaoundé demande le visa pour aller étudier en France, un de la Cato demande le visa pour aller étudier en France, vous voyez que on estime que, comme l'école de commerce coûte plus cher que l'université publique, celui qui va davantage dépenser a plus de moyens. Donc, il y a toujours un système financier, c'est-à-dire une idée financière qui prime et qui fait en sorte que oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait un sondage approfondi, oui. Mais si nous prenons, vous avez vraiment pris un cas, le CAC et l'université de Yaoundé 2. Oui. Si nous prenons vraiment de manière générale, oui. N'avons-nous pas l'impression que ceux qui sortent vraiment de l'UCAC ont une meilleure formation que ceux de Yaoundé 2? Moi, je répondrais oui. Si nous prenons un autre établissement scolaire au Cameroun, le collège Jean Tabi, et maintenant, ceux qui sortent du lycée Général Leclerc, n'avez-vous pas l'impression que les élèves du collège Jean Tabi sont meilleurs que ceux du lycée Leclerc? C'est plus difficile à répondre pour moi. Parce que je n'ai pas côtoyé les deux classes. Pour l'UCAC parce que j'ai côtoyé les deux systèmes. En quoi l'UCAC aurait une meilleure formation que Yaoundé 2? Déjà parce que les effectifs sont moins nombreux. C'est un principe. Pardon? En principe. Oui, en principe. Les effectifs sont moins nombreux. La contrainte des enseignants est plus forte à discipline. C'est-à-dire, puisque vous êtes payé à la tâche. Et la qualité des enseignants, vous la mettez où? Elle est la même. Non, c'est pas la même. C'est ceux de Yaoundé 2 qui généralement sont recrutés à l'UCAC pour former. Pour beaucoup. En général, les enseignants associés ne sont pas les enseignants chevronnés des universités. En général, l'université a la meilleure graine. Ça, il faut le dire comme ça. L'université publique a la meilleure graine. Bien sûr. Sans débat, sans débat. Maintenant, les enfants, comme dans les lycées, vous avez pris un lycée, le lycée Général Leclerc a la meilleure graine. Sauf que l'aspect effectif pléthorique peut jouer. Si l'enfant se met dans les conditions de tirer le meilleur de ses enseignants, vous trouverez de très bons produits au lycée Général Leclerc. Vous trouverez de très bons produits à l'université de Yaoundé 2. Et d'ailleurs, pour les spécialistes même, ils estiment que si vous n'avez pas eu un certain type de professeur d'université, vous avez eu une formation bâclée. Et l'UCAC n'a pas souvent ces universités. Bon, je ne vais pas polariser sur l'UCAC, vous aviez pris l'exemple. Ces instituts supérieurs n'ont pas souvent les moyens de s'offrir les services des meilleurs parmi les grands enseignants d'université. Monsieur ici. Ah oui. Ce que mon frère Baston dit à sa place. Mais je voudrais aussi faire une nuance parce que quand il prend le cas du lycée Leclerc et le collège Jean Tabi. C'est moi qui ai pris. C'est votre frère d'à côté. Je voudrais dire une chose. Moi, je suis issu d'un lycée que vous connaissez bien, le lycée de Mbaladé. Ouais. Je suis
très proche du lycée du collège Antabi. Et je puis vous dire que ce n'est pas une question d'effectif. Monsieur Niemek a parlé de la conscience de l'apprenant. Il y a une conscience de l'apprenant qui fait que vous vous éloignez du cadre dans lequel vous êtes pour vous focaliser sur les attentes que vous avez vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre avenir. Moi, j'ai été au lycée de Mbala 2 où j'ai été dans un effectif de près de 120 élèves. Première terminale, nous avions à peine 120-130 élèves. Mais j'ai eu la chance par moment de sortir de mon établissement pour rencontrer des établissements autres dans le cadre des compétitions interscolaires. Et je peux vous dire que parfois, je me suis demandé si ce n'est pas seulement le nom qu'on vendait, le label, comme vous avez bien parlé. Sauf que permettez, s'il vous plaît. Attendez, laissez-moi finir, monsieur Aïssi. Je me suis souvent demandé si ce n'est pas le nom qu'on vendait. Je ne refuse pas. Vous avez parlé de quelle compétition? Pardon? Vous parlez de quelle compétition? J'ai eu à participer aux compétitions, notamment des langues africaines et langues européennes, notamment allemand. Le lycée de Mbala était meilleur que le collège Antabi. J'ai été deuxième diplôme à l'appui en 2010. J'ai été deuxième et le premier était du lycée de Colbison. Et maintenant au niveau du ratio, si nous prenons de manière générale. Je voulais répondre en disant que monsieur... Au niveau général, ça donne quoi? J'ai dit sur ce plateau. Au niveau général, on ne peut pas apprécier un phénomène social en prenant un individu. On prend un échantillon de personnes. L'homme est influencé par son environnement. Combien d'élèves dans un environnement pollué réussissent à faire germer en eux le meilleur? Je ne veux pas dire que les lycées sont à bannir, non. Je veux dire que si vous avez à l'UCAC 35 camarades de classe, vous avez à Mbala 2 50 camarades de classe, bon ça c'est ici université, c'est pas toujours cohérent. Oui. Vous allez vous rendre compte que l'élève qui est entouré de 50 élèves et l'élève qui est entouré de 25 élèves, le niveau d'influence n'est pas le même. Okay. Donc, vous, il faut que vous pervertissez. Vous pouvez davantage être perverti par le lycée pléthorique que par le lycée qui l'est moins. Je ne dis pas que les lycées sont à bannir, non, je dis juste que au niveau de la graine, il n'y a rien à faire. Là où il y a plus d'élèves, il y a une meilleure graine. C'est pourquoi c'est automatique. Sauf que, moi je continue de penser que une fois qu'on est dans un cas dans lequel on est moins nombreux, où il y a plus de rigueur et où l'élève prend conscience, l'étudiant prend conscience de ce que, hey, mon parent a dépensé beaucoup et donc j'ai un devoir de récompense. Le niveau de formation peut davantage être relevé en prenant de manière foisonnée tous les éléments, aussi bien ceux environnementaux. Il y a Bléré qui a pris un exemple tout à l'heure. Hein. Je ne suis pas dans le débat, mais pour avoir fait les deux ordres d'enseignement, c'est-à-dire privé, confessionnel et public, à l'époque, au collège Jean Tabi, il n'y avait pas beaucoup d'enseignants qui venaient du public. Hein. C'est-à-dire que les enseignants sortis de l'ENS. Ça, vraiment, je vous le dis. Et c'est vérifié et vérifiable. S'il y avait 100 enseignants au collège Jean Tabi, 90 n'étaient jamais sortis de l'ENS. Jamais. Il y avait peut-être que 10 qui venaient de l'ENS. C'était des enseignants qui avaient été formés dans l'OTA, mais qui étaient extrêmement compétents. Vous n'êtes pas d'accord, Bléré? Bon, parfois on a recruté ceux qui... Moi je vous dis à l'époque, hein, on a parfois recruté, parce que dans ces établissements très rigoureux, on a parfois recruté des enseignants sortis de l'ENS pour venir enseigner au collège Antabi. À peine 2 mois, on se plaint et on le vit. Je suis obligé de parler comme enseignant. Allez-y. En fait, ce qui est souvent en cause chez les enseignants sont formés, ce n'est pas souvent la compétence, c'est la discipline et la conscience professionnelle. Tout à fait. Ouais, le monsieur qui n'est pas sorti de l'ENS, qu'on prend à Jean Tabi, s'applique. Ouais. Déjà, il a une base, hein. Il a au moins une licence, il s'applique. Le gars qui sort du lycée, il vient avec ses mauvaises habitudes du lycée, où on ne prépare pas les cours, où on ne fait pas un certain nombre de choses parce qu'on n'est pas suivi. À Jean Tabi, tu ne vas pas venir faire ton one-man show. Jamais. Il y a un préfet des études qui va se surveiller. Le professeur de lycée a pris l'habitude, on appelle ces établissements le champ. Tu pars au champ. Oui, c'est le jargon. Tu as ton établissement d'attache et tu vas au champ. Quand il vient au champ, il croit qu'il est vraiment au champ. Il vient faire le malin et on le débusque très vite. Très bien. Lisons rapidement quelques messages avant de repasser la parole au professeur Nubissier. Bonjour, Lomikutamissim, de modérateur. Parler aussi de l'APEE dans les lycées de la ville. Jamais d'assemblée générale, mais les taux sont déjà arrêtés et infligés aux parents
Qui fixe ces taux? Même les soi-disant responsables de cette organisation des parents ne les connaissent pas. Il faut des audits sur la gestion de ces fonds collectés auprès des parents. C'est Akama qui envoie le message. Autre préoccupation très rapidement, le projet qui encadre cette route Douala-Bonnet-Poupa est dans le portefeuille d'une structure appelée Planut, à la tête de laquelle le ministre des Travaux publics vient de nommer un coordinateur, le CT numéro 1, cumulativement un ingénieur de génie civil hors échelle. Vraiment, moi je préfère... Les titres des Camerounais. Nous on veut la route, on a nommé les gens. Alors, disons la vérité. Et quel type de pacte le 9 a signé avec le cardiaque sélectionneur au son? Bon, vraiment, nous voulons parler de la qualité des enseignants, mais également du coût. Hein. Bon, je passe donc la parole au prochain huissier. J'ai des soucis avec ma connexion là. La connexion qui est vraiment... On va t'envoyer des Professeur Novissier, en un mot comme en mille, qu'est-ce que l'on retient lorsque nous allons pour sortir de ce programme? On retient que vous voyez, depuis j'ai évité de me prononcer sur la qualité de la formation. Tout à fait. Parce que la qualité incombe le plus à l'enseignant. Préparer un cours, c'est un exercice extrêmement compliqué. Il faut d'abord avoir les ressources, c'est-à-dire la documentation nécessaire. Il faut pouvoir soi-même comprendre ce qu'on doit enseigner. Il faut arrimer le seuil de compréhension à celui des étudiants. Il faut également prendre les techniques les plus utiles pour que le message passe. C'est donc pourquoi je n'ai pas voulu, parce que j'interviens de manière spontanée dans plusieurs établissements, que ce soit public, que ce soit privé, que ce soit confessionnel. Et le plus souvent, il y a de très très bonnes... Bon, ça tombe bien. Vraiment, je vais vous poser une question brutale. Hein. J'espère que vous serez objectif pour répondre. Lorsque vous enseignez à Yaoundé 1, vous êtes prioritairement recruté. Et lorsque vous enseignez dans un autre institut, dans un institut privé, vous faites la différence. À Yaoundé 1, vous faites, comme on dit au quartier, le wassa-wassa. Mais lorsque vous allez dans un autre institut privé, vous faites le sérieux? Non, moi je ne pense pas que ça soit... en fait, ceux qui me connaissent savent ça. Je me donne beaucoup plus... Je suis quelqu'un qui est passionné de ce que je fais. C'est-à-dire, quel que soit l'environnement dans lequel je me trouve, vous mettez du sérieux. Je fais valoir cette passion avant toute chose. Mais comme pour dire que je réponds indirectement à votre question. Est-ce que quand je suis de 1, je définis la psychologie différemment que... Non, ça, je veux qu'on comprenne la substance de votre question. Ou que quand je suis à l'UQAC ou ailleurs. Non, c'est pas ça la question. C'est le même enseignant qui prépare un cours avec un contenu. C'est pas parce que ça va se dispenser. Moi, je prends un autre exemple. Hein. Je prends un autre exemple. J'ai été comment on dit souvent ça, consulté à une certaine époque par une dame médecin. Elle est vraiment brillante à l'hôpital. Bon, je vais préférer dire dans un hôpital de la place. Je vous assure, elle faisait ça de manière très rapide. Hein. Après, à la 3e consultation, la dame m'a donné rendez-vous dans une clinique pour justement la consultation. J'y suis allé, c'était un samedi. Je n'ai pas reconnu la même dame. Elle était plus posée, plus sympathique, plus gentille. Elle prenait le temps pour m'examiner. Je pense que les deux exemples contextualisés ne vont pas dans la même fourchette. Parce que l'enseignant, je dis ceci, je vais le dire. Moi, je fais un cours de psychologie générale à l'an de 1 et je fais un cours de psychologie générale à l'UQAC. C'est parallèlement le même cours. À la seule différence que, comme à l'UQAC, il s'agit du personnel de santé, je vais contextualiser. Je vais y mettre l'évolution, je vais prendre l'histoire de la psychologie, l'évolution de la psychologie en capitalisant la dimension médicale, que je ne le ferai franchement pas ailleurs. Bon, pour dire ceci, c'est que l'enseignant doit se faire lui-même sa propre pression. Ce n'est pas le contexte dans lequel il fait le cours qui doit être sa pression. Oui, Pierre Blériot. Enfin, j'ai modestement été secrétaire général adjoint d'un institut supérieur. Tout à fait. Et j'aimais à dire aux produits qui venaient des universités, ne faites pas ici comme vous faites souvent là-bas. Non, le professeur Noubissi est un cas isolé. Oui. Quand les enseignants du public arrivent dans le privé, ils sont obligés. Au-delà des enseignants, quand vous arrivez dans le privé, on vous impose. Déjà, moi, je n'admets pas les retards.
Parce que ce qu'ils font dans les universités, un professeur titulaire confie son cours à son assistant. Qui lui-même peine à écrire ses travaux. Ouais. Le gars, il vient là, il se met devant vous, il débite des choses. Vous souffrez. Oh, le même enseignant n'envoie pas son assistant. Non, tu ne peux pas faire ça dans un institut privé. Tu ne peux pas nous envoyer... Non, tu ne peux pas. C'est toi qu'on a recruté et c'est toi qu'on veut voir. Et bien évidemment, il m'est arrivé de me séparer des enseignants du public lorsque ceux-ci ne pouvaient pas être disponibles. Et ceux qui prenaient les cours étaient obligés de respecter les conditions de travail dans les instituts privés. Quand c'est ce qui leur arrive. Donc, ils montrent plus de CV. Et je vais même vous dire pire. Quelques-uns donnent leurs cours aux assistants au privé. Aux mêmes heures, ils sont en train de faire leurs cours eux-mêmes, le même cours dans le privé. C'est-à-dire que pendant que c'est l'assistant qui bavarde au public à son heure, lui, il est en train de faire cours au privé. Donc, et ça, vous avez pris l'exemple des médecins. C'est la réelle économie. Les gens sont là, ils n'ont pas d'argent. Ils se disent que l'État, le public a déjà assuré le salaire. C'est le comportement de bons fonctionnaires. Je vais prendre mon salaire de toutes les façons. Au public, là-bas, c'est 4 000 l'heure. Si je m'amuse, le gars ne va pas me payer. Bonjour à vous sur le plateau. En comparant les deux systèmes, il faut aussi relever que la sélection des élèves dans les établissements privés est rigoureuse. On prend les meilleurs par voie de concours. Je dirais même les excellents. Par contre, l'accès au public est moins rigoureuse. C'est Madeleine Mailly qui envoie le message. Bonjour à vous, je suis du même avis que mon frère. Je sors d'un collège à Obala, le collège Joseph Stinzi, et en matière de formation, nous étions mieux formés et nous n'avions aucun concurrent dans tous les domaines dans notre localité. C'est Guidel Ndamenda, depuis Douala, qui envoie le message. Parfait, si j'ai une information. Oui, vraiment, en quelques secondes, hein, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je voulais dire à tous ceux qui nous regardent ici et ailleurs que, après la catastrophe de Mbankolo, des initiatives ont été prises ça et là. Alors, je voudrais saluer ici M. Bel Simon, qui sur Twitter a pris l'initiative de rassembler les forces volontaires pour soutenir Mbankolo. Et dire également que les démineurs entreprennent de faire une descente sur le site pour essayer de réconforter les familles éplorées. Donc, Monsieur Bel Simon, merci pour l'initiative prise. Vous pourrez nous le contacter sur Twitter, et pour ceux qui voudront contribuer éventuellement pour soutenir les familles endeuillées, vous pourrez le faire gracieusement. On vous attend. Merci au professeur Nubissier, enseignant d'université, les psychosociologues. Il enseigne à l'université de Yaoundé 1. Merci également à Moukama Meksan, doctorant en histoire des relations internationales à Yaoundé 1 toujours. Merci à notre consultant Pierre Blériot-Nemec. Merci à notre invité permanent Bernardo Basson. La rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 22h30 avec tout ça.